au Québec, les endroits les moins bien utilisés, C'est les écoles. c'est les écoles. Il faut que les bâtiments scolaires appartiennent aux villes. Tout le monde est comme un peu dans l'anxiété, mais qu'est-ce qui peut naître de ce chaos-là? Quand les républicains vont perdre, ben là, ils vont peut-être se dire on va miser sur autre chose. Si vous pensez qu'il y a une crise du logement au sud, dans le nord, c'est ça sur les stéroïdes. Là. Alors imaginez là, les enjeux de gestion des matières recyclables, gestion des déchets, les intrants, on perçoit comme plus dangereux quelque chose qui est plus nouveau que le danger bien grave, mais qu'on côtoie depuis toujours. On sous-estime l'utilité politique collective du projet pilote. Ça, c'est une fausse bonne idée. Il faudrait interdire les fausses nouvelles. Oh! Interdire les fausses nouvelles, c'est pas une bonne idée. Non. Cet épisode est présenté par l'Association pour la récupération des produits de santé, l'ARPS. Saviez-vous que les médicaments périmés ou inutilisés ne devraient jamais se retrouver à la poubelle ou dans les toilettes? L'ARPS joue un rôle essentiel en permettant la collecte et la gestion sécuritaire des médicaments et des objets médicaux tranchants, piquants ou coupants. Grâce à leur travail, on protège à la fois notre santé, celle de nos proches et notre environnement. Leur mission est simple mais fondamentale. On réduit les risques, on évite la contamination et on favorise des gestes responsables accessibles à tous. Merci à l'Association pour la récupération des produits de santé de soutenir des conversations qui nous rappellent que collectivement, ça va mieux qu'on pense. Bonne écoute! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. En direct des studios, bien entendu. Bienvenue à un nouvel épisode de Ça va mieux qu'on pense. On rentre dans notre saison 5, Greg. Ça fait 5 saisons qu'on reçoit des 5 gens... saisons de pur bonheur. De pur bonheur, de gens qui changent le monde à la hauteur de leurs moyens. On est vraiment fiers de continuer à faire ça avec vous. C'est grâce à vous aussi. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à vous abonner, à nous partager. C'est vraiment ça qui fait qu'on est capable de mieux avoir un meilleur impact. C'est nous qui répondons directement. C'est toi aussi. qui réponds. Là, je parle en ton nom des fois. N'hésitez pas, il faut vraiment nous écrire parce que sinon, on a comme le sentiment de se jaser tout seul, ouais, c'est ce qui est un peu plate. Ouais. Aujourd'hui, on reçoit, c'est une personne qui a plusieurs titres puis avec qui on va pouvoir vulgariser bien des affaires. Donc, c'est Guillaume Lavoie, entrepreneur en politique publique, chargé de cours, conférencier, mais surtout polycurieux. Oui, c'est vrai. Oui. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça va mieux qu'on pense. Comme intro, ça, Oui. c'est bon. C'est quoi pour toi, polycurieux? Moi, je rentre dans cette question-là. Là. Je suis curieuse de ça. Je suis curieuse de ta polycuriosité. Moi, je suis un polycurieux passionné. L'idée de... Par exemple, il y a des gens qui vont passer à côté du nom d'une rue, puis parfait, ils vont faire ça toute leur vie. Moi, je veux savoir, mais pourquoi cette rue-là s'appelle comme ça? Il y a un plaisir sincère de vouloir comprendre. La question qui rend heureux, c'est pourquoi. Puis de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis c'est un peu un fil. Puis à un moment donné, le plaisir, c'est de faire des liens dans tout ça. Puis ça nous permet de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Moi, je trouve ça passionnant de savoir que l'origine de ce nom-là remonte à telle époque ou qu'ils ont ajouté telle chose à cause de telle invention. Ça me rend heureux, ça. Puis je dois dire, peut-être que je t'ai pas raconté ce bout-là, Bianca, mais moi, j'ai rencontré Guillaume dans un centre de tri. Okay. C'est pour dire comment c'est un curieux. Il est à peu près habillé de même, dans un centre de tri. Pour ceux qui sont à l'audio, il est en veston très propre, très chic. Pas comme Greg et moi. Il est arrivé très propre, très chic, les boutons de manchette dans un centre de tri avec 4 pouces de poussière à peu près à grandeur. Puis on avait passé une super soirée. Oui, d'ailleurs. Si tu te rappelles bien. Puis là, moi, ça m'a permis de comprendre le recyclage à l'autre bout. Là. D'ailleurs, je suis un meilleur citoyen depuis, parce que là, je comprends comment ça fonctionne, toutes les politiques publiques derrière, que des fois, il y a beaucoup de fausses bonnes idées là-dedans, comment on fait pour enligner ça. Et là-dessus, moi, j'ai toujours fait ça. Moi, je pense, ma stratégie pour apprendre, pour comprendre, c'est l'osmose. Donc, l'osmose. Descendre sur le terrain. T'appelles ça l'osmose? Ben oui, c'est-à-dire de tremper là-dedans là, pour aller voir comment c'est. Je reviens d'une vaste tournée au Nunavik. Quand j'ai travaillé à la Ville de Montréal, j'ai fait à peu près tous les jobs de col bleu pendant une journée. Et pour moi, ça, c'est la meilleure manière de comprendre. Je visite toutes les usines que je peux tout le temps. Puis c'est un peu drôle parce que les gens disent, je demande, est-ce qu'on peut visiter? Les gens disent, mais pourquoi? Voyons, ça m'intéresse. Puis il n'y a rien de plus intéressant de quelqu'un qui est passionné par son travail. Oui, vraiment. Quand on va leur demander comment ça fonctionne telle chose, comment vous avez commencé, pourquoi vous avez fait telle modification, ben on apprend tout le temps. Là.
Fait que c'est de la culture personnelle sans arrêt. Tu es toujours en train d'apprendre des nouvelles choses. Ben moi, quand je vais arrêter d'apprendre, là, ça veut dire que je vais être dans une boîte. Là. Ça va être fini. Ouais. Ça me permet Tu vas peut-être apprendre que c'est la fin. Oui, c'est ça. C'est ton dernier enseignement. C'est ça. T'es comme l'enfant qui est dans sa phase de pourquoi, mais à l'infini. Oui, je pourrais dire ça. J'ai été chanceux. Moi, ça a l'air que quand j'étais petit, je demandais beaucoup pourquoi. J'imagine. Puis, j'avais une maman très patiente qui prenait le temps de répondre. Puis, il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a juste des fois des réponses qui ne sont pas à la hauteur ou des choses qui reviennent. Puis, ça se raffine. Puis, des fois, on pense qu'on a compris quelque chose. Puis, d'ailleurs, c'est un peu une courbe inversée. Hein. Quand on commence à s'intéresser à quelque chose, au début, on a l'impression qu'on ne sait rien. Ouais. Puis, après ça, on s'y intéresse davantage. Puis, après ça, on a l'impression qu'on sait tout. Oui. Puis, après ça, on devient un expert. Puis c'est là qu'on réalise que finalement, on ne sait pas grand-chose. Je vais faire enlever le expert sur mon LinkedIn. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui pique ta curiosité en ce moment? Là? Tu disais, je suis allé au Nunavut, tout ça, mais c'est quoi là, ta grande... Ben, il y en a plusieurs, mais par exemple, le Nunavik. Nunavik, le Nord, c'est à peu près le tiers du territoire québécois au Nord. Moi, j'ai habité à peu près partout là, sur la planète. J'ai vécu à l'étranger longtemps. Là, je me disais, voyons, je suis allé presque partout, mais mon Québec, je le connais pas tant que ça. Ouais. Il y a une culture assez extraordinaire. Il y a les Cris au début. Après ça, c'est les Inuits. C'est un monde, il y a 14 villages qui sont accessibles que par avion ou par cargo. Alors, imaginez là, les enjeux de gestion des matières recyclables, gestion des déchets, les intrants, l'habitation là-bas. Tu veux un 2x4, tu as besoin d'y avoir pensé 6 mois avant, des fois 1 mois avant, 1 an avant, parce qu'il faut qu'il arrive par bateau. Donc, si tu as oublié les choses. Logistique, ouais. Alors, ce qui me passionnait, je voulais comprendre comment fonctionnaient les enjeux logistiques. Parce que si on se pète un peu les bretelles et on est fier que ce soit le Québec, ben ces gens-là ont aussi droit à peu près au même service qu'on a ici. Ouais. Donc, je visitais un hôpital, mais imaginez si vous aviez à gérer un hôpital. Ici, ben les employés ils viennent par leurs propres moyens à l'hôpital. Puis, ils apportent leur lunch, puis ils vont dormir chez eux. Là, vous opérez un hôpital et vous êtes responsable de leur logement, de les nourrir, de les transporter. Mais là, ça veut dire que vous n'avez pas seulement un hôpital, vous êtes intégré verticalement complètement. Mm-hmm. Et là, ben, ça montre vraiment à quel point c'est un enjeu. Là. Fait que là, si vous pensez qu'il y a une crise du logement au sud, dans le nord, c'est ça sur les stéroïdes. Là. OK. Fait que c'est quoi les solutions? Bien, d'abord, tout coûte plus cher au nord, évidemment. Ouais. On ne peut pas construire partout. Pensez que tout ce qui est là-bas doit arriver en cargo. Ouais. Donc, déjà là, Toi, c'est tu t'es un autre rendu là enjeu. en cargo. Oui, ça, T'es embarqué Lui-même, dans un il truck. est allé en cargo. Il a dit jamais des 2x4, la gang. M'en viens. c'est ça. Mais c'était l'occasion extraordinaire de comprendre tout ce qu'il y a là-dedans, là, parce que toute la logistique au nord est aussi enracinée au sud. Alors, on a des compagnies exceptionnelles, comme par exemple la compagnie des Gagniers, qui est une compagnie familiale depuis 200 ans, qui fait du voyage de cargo, d'abord sur le fleuve, puis ensuite dans le Golfe, puis après ça, jusque dans le fin fond du passage du Nord-Ouest. Et là, ben, ça veut dire que pour qu'il y ait du logement au nord, ben, il faut en penser aux matériaux au sud. Mais là, je ne peux pas construire au nord comme je construirais au sud. Ça ne peut pas être les mêmes normes. Ouais. Là, je reviens de visiter une usine à Napierville, où on construit des maisons. Dans le coin de Sorel, là, c'est ça? Napierville, c'est pas mal Un Sorel? peu plus au sud, je pense. Peu, c'est vraiment, on est en Montérégie vers le sud, là, pas loin des lignes américaines. OK. Et ben là, évidemment, on est en train de pas juste construire pour le Nord en termes de matériaux et de techniques de construction, mais mon bout de maison, il faut qu'il embarque sur un bateau. Ouais. Il faut qu'il soit levé par une grue. Il faut qu'il soit descendu sur une barge en plein milieu d'une rivière où il y a des marées plus importantes que celles du fleuve à Québec. Puis après ça, ben, quand j'arrive, là, il faut qu'il soit traîné d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'il soit installé. Alors, c'est fascinant de voir qu'à la fin, là, une bonne idée, ben, il faut qu'il y ait toute une expertise pour rendre ça possible. Exact. Donc, il faut l'avoir vécu, il faut le comprendre. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il y a une limite à... Je dirais, la connaissance théorique est importante, mais moi, par exemple, quand j'avais fait la visite du centre de tri, là, j'ai compris, OK, là, on manque d'éducation, là. Oui. Parce que là, tu vois passer des poulets, puis des couches, puis du bois. Puis tu dis, OK, ça va pas là. Fait que là, toute l'éducation en amont vient faciliter énormément l'efficacité et la rentabilité de ce qui se passe en aval. Puis on est toujours... Bon, des fois, il y a 3 choses. Hein. Il y a les choses qu'on sait. Il y a les choses qu'on sait qu'on ne sait pas.
Mais là, ce qui me fait le plus peur, moi, c'est les choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ouais, ça, c'est vrai. Et c'est rarement juste parce qu'il y a... c'est pas toujours de la mauvaise foi. Des fois, tu le sais pas que tu sais. On n'est pas né dans toutes les expertises en même temps. Moi, je viens du monde rural. Ça me donne une certaine connaissance du monde rural. Mais le monde urbain, je l'ai appris beaucoup plus tard. Alors, on a tous un paquet d'expertises qu'on a de par notre parcours, mais celle qu'on n'a pas, mais là, il faut faire un effort pour aller essayer de la trouver, de la chercher, de la côtoyer. C'est difficile parce qu'il y a comme un aspect aussi de... Des fois, on a une super bonne idée puis on se dit, OK, le résultat peut être vraiment positif, mais quand tu découles de tout ce qu'il y a à faire pour arriver à cette idée-là, tu te rends compte que c'est pas tant une bonne idée. Puis là, c'est comme des guerres d'ego de gens qui pensent qu'ils ont la bonne idée, mais que dans le fond, c'est pas la meilleure idée. Puis des fois, ça peut être de bonne foi. Là. Tu penses que tu as la bonne absolument. idée. Puis effectivement, là, il y a le tant qu'à. Un peu tant qu'à. Là. Ouais. Pourquoi ils font pas des constructions de 7-8 étages pour régler le problème de logement au lieu avec... OK. Mais là, creuser dans le sol là-bas, c'est une autre conversation. Là. Puis si tu veux mettre ça à 7-8 étages, ça prend des échafauds, les as-tu? Ça prend une grue, est-ce qu'elle est là? Alors, le tant qu'à, là, ça veut dire c'est un autre niveau de difficulté. Puis, chaque étage nécessite un temps de cure, par exemple, pour les planchers de béton. Bien là, l'hiver va-tu arriver trop rapidement? Tu sais, il y a plein de choses à réfléchir. Et là, du béton, vous imaginez le poids de ça. Là. Ouais. Alors, tout ça doit embarquer sur un cargo. Alors là, on revient à d'autres types de matériaux. Si c'est en acier, mais là, il faut que ce soit un type d'acier particulier pour qu'avec le temps, ils ne viennent pas tout rouiller puis que tout tombe. Alors, c'est là où plus on côtoie quelque chose, plus on comprend la complexité. Puis pourquoi les solutions très évidentes, des fois, dans mon salon, ne sont pas celles qui sont mises de l'avant. Il y a une raison pour ça. Oui. Puis il faut le vulgariser. Puis j'aime bien ton idée de pourquoi, parce que moi, je martèle beaucoup ça dans mes présentations ou chaque fois que je fais des interventions, c'est le pourquoi de chaque chose. Puis je trouve que très souvent, on l'évite, ce pourquoi-là. Ah, c'est trop compliqué, les gens, ils ne comprendront pas. Non, les gens vont comprendre. Il faut juste prendre le temps d'expliquer le pourquoi. Puis le pourquoi est un moteur de changement aussi. Tu sais, quand tu sais pourquoi il faut que tu fasses quelque chose, bien là, ça a un peu plus de sens qu'il faut. Tu sais, parce qu'on a un peu une société même des fois, pour tester ses propres convictions. Là. Oui. Par exemple, moi, je pense c'est un X. bon point, ça. Alors, puis des fois, c'est un test souvent en rhétorique qu'on donne. Là. Imaginez que vous êtes en train de vous raser le matin, vous maquiller. Si vous étiez totalement contre ce que vous voudriez faire ou proposer, quels seraient les arguments? Puis on n'est pas habitué à marcher dans les arguments de notre opposition. Ouais. C'est vrai. Et là, on se rend compte des fois, ça c'est un argument valide et peut-être que ça ne va pas vous faire changer d'idée, mais ça va vous faire raffirmer vos convictions puis reconnaître qu'un argument d'opposition est valide. Oui. Alors, soit je suis capable d'y répondre ou je décide que dans l'analyse des avantages et des inconvénients, ça c'est vrai, mais pas aussi important que l'autre chose que je valorise à côté. Oui, puis on n'a pas une culture de débat, je trouve, au Québec. Tu sais, c'est pas très enseigné, le débat. Pour nous, le débat, c'est un peu une chicane. Alors que, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un cours de débat avec, tu dois connaître ce gars-là, Jacques Morancy, qui était comme une sommité à TVA dans le temps, là, vieux monsieur. Puis, toujours est-il qu'on a appris à débattre, mais on n'a pas de culture de débat. Pourtant, débat avec soi-même, ça peut être sain aussi. J'invite plusieurs personnes que j'ai en tête à débattre avec eux-mêmes. et aussi débat de société pour faire avancer. Parce que, comme tu dis, des fois, on prend une décision qui est une fausse bonne idée, mais on est tous de bonne foi, là. Oui. Oui, mais tu sais, je pense au Québec, puis ça, c'est mon opinion de la fille de 34 ans qui a grandi dans l'ère de temps que je connais. Qui connaît Bad Bunny, maintenant. Qui connaît Bad Bunny. Mais je pense qu'au Québec, il y a aussi le manque de culture du discours, point, de la communication, point. Je pense pas qu'on a l'étoffe, je pense pas qu'on est assez outillé pour bien communiquer. Parce que pour être dans une culture de débat, pour apprécier le débat, il faut que tu saches bien communiquer, là, de base, là. Je pense que c'est difficile. Ça prend de la curiosité. C'est sûr que ce qui a changé beaucoup, c'est avant, toute personne qui était à l'avant avait fait le collège classique, où là, tu apprenais la science des arguments et autres. Mais là, c'est pas tout le monde qui faisait des études à cette époque-là. En démocratisant le système d'éducation, cette chose-là a été un peu mise de côté. Mais la science des arguments, c'est pas quelque chose d'inné, là. De dire, est-ce que cet argument-là est vrai? Est-ce qu'il est logique avec l'autre qui vient à côté? Puis on est des êtres claniques. À un moment donné, c'est quoi clanique, excuse-moi? Ben, au sens où tu fais partie d'un groupe, d'un clan. Okay, comme grégaire, un peu comme. Oui, mais l'idée, c'est dans mon groupe, on pense ça, puis je peux survivre mieux en groupe
penser, par exemple, à être membre d'un parti politique, mais ça vient avec un paquet d'enjeux. Mais tu dis, ben, moi, mon groupe pense ça, fait que je défends ça. Ouais. Et c'est Toi, correct. qu'est-ce que t'en non? penses de ça? Tu ferais-tu ça? Mettons, faut que tu survives à la fin du monde. Là. Est-ce que tu préfères être avec des gens qui sont très différents de toi parce que tu te dis c'est complémentaire ou t'aimes mieux avec des gens qui te ressemblent? Ben, moi, je disais, par exemple, ça me dérange pas ceux qui sont pas d'accord avec moi. C'est ça. Ce qui me dérange, c'est ceux qui sont stupides. Parce que... Comment tu mesures la stupidité? Parce qu'ils sont pas d'accord avec toi? Non, mais il faut que je l'explique parce que j'avais, par exemple, quand j'ai travaillé en économie collaborative ou autre, il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord. Oui. J'ai fait le dossier Uber qui était hyper oui, on reviendra là-dessus, controversé. Ben, il y avait des gens qui étaient résolument contre et je pense qu'ils m'ont rendu meilleur parce que l'opposition... On est chanceux. Le système parlementaire britannique est bien fait. Il te met en plein visage quelqu'un dont le rôle, c'est de critiquer ce que tu fais. Mm-hmm. Et moi, ma théorie à 5 sous, c'est que le gouvernement est toujours à peu près aussi bon que l'opposition. Si vous avez une opposition qui est très, très, très efficace, ça va forcer le gouvernement à être meilleur. Ah, tu sais, je viens de comprendre beaucoup de choses. Ah, j'aime ça, par exemple. Mais l'idée, c'est rechercher... Alors, les gens intelligents, Mais qui vous j'aime critiquent, tellement ça. C'est vous comme de rendent- valoriser ton... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est comme de valoriser ton adversaire. Ouais. oui, puis c'est tough, là. Ça ne veut Ben, pas dire c'est que ça va être plus clair. facile. Non, c'est clair. Mais ça aide des fois à nous protéger de ce que j'appelle se faire protéger de ses bonnes idées, là, ou de ses fausses bonnes idées. Ouais. Tu t'es levé un matin, c'était merveilleux, mais s'il n'y a personne pour, en anglais, on dirait, essayer de faire des trous dans ton idée, bien, peut-être que tu vas manquer les coches mal taillées. Ouais. Peut-être que tu vas échapper des choses ou parce que on ne sait pas tout, tu n'auras pas mis assez d'importance à tel enjeu, qui en mérite peut-être plus. Puis là, après ça, ben, c'est de dire est-ce que je veux toujours aller de l'avant? Puis si oui, mais comment je peux le faire en minimisant les inconvénients qui viennent avec? J'aime ça, cette vision-là. Oui, puis cette idée-là aussi de savoir bien s'entourer, tu sais, en fait, tu veux pas être entouré de yes man tout le temps, Ouais, tu c'est sais, tu veux aussi, en quelque part, avoir du monde qui vont te challenger puis qui vont t'amener ailleurs. Tu sais, moi, la plupart du monde que je fréquente, là, avec qui je travaille, ils pensent pas partout comme moi. Bianca puis moi, qu'on voit pas la vie de la même façon. Mais zéro, là, zéro. Ça fait un bon duo parce qu'on voit pas la vie de la même façon. Oui, moi, ça m'inquiète toujours, là, des gens qui ont, dans leur réseau social, ils sont tous dans le même parti politique où ils ont tous ils voient tous les choses de la même façon. Mais c'est plate parce que tu peux pas te moquer de personne. Ouais. C'est bien plus le fun d'en avoir un. Tu sais, si t'étais juste avec des partisans des Canadiens. T'aimes ça rire du monde, dans le fond, c'est ça? Ben non, puis là, à la limite, tout le monde peut Ben oui, on piquer. mérite tous une risée. Mais c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est très à gauche, quelqu'un qui est très à droite, quelqu'un qui est plus conservateur, quelqu'un qui est plus Ça met de la libéral. couleur. Puis, Ouais. des fois, j'avais pas vu ça comme ça. Ou, parce que c'est ça, le drame des chambres d'écho, c'est que ça amplifie la vérité tout le temps. Ouais. Puis l'algorithme joue beaucoup pour ça c'est maintenant. Oui, nos vies maintenant sont très, très, très orientées. Je dis, on a perdu le perron d'église. Puis c'est pas une thèse religieuse. Non, non. C'est qu'avant, tu étais rassemblé sur la base de ton adresse. Hein, les paroisses, c'est géographique. Ouais. Pas sur la base de ceux qui sont d'accord avec toi. Mhm. Alors, tu étais plus facilement confronté ou juste par osmose avec des gens qui avaient un parcours différent, qui voyaient les choses d'une autre manière et autres. Maintenant, À un certain point, là, j'imagine, parce qu'il y a quand même... à un certain point, c'est sûr. Ouais, mais il y parce avait que, le perron de l'église qui était en commun, mettons. mais c'est plus divers ça Ouais. que si je vais, par exemple, c'était celui qui avait dit un jour, on le nommera pas, mais 95% des gens sont d'accord avec moi sur ma page Facebook. Oui, Mais mais c'est parce que le drame est dans la phrase. Mais oui. C'est organisé pour que les gens qui soient d'accord avec toi soient là ou Ouais. de manière surreprésentée. Donc, et ça, il n'y a personne qui arrive avec un drapeau en disant attention, là, tous les gens qui sont là sont davantage tournés à penser comme toi. Ouais, Donc, c'est comme si on ne sait plus qu'on ne sait plus. Ouais. ouais. Et ça devient très dangereux. Et c'est pour ça que le lendemain d'une élection, par exemple, vous entendez de plus en plus, mais c'est drôle, moi, je connais personne qui ont voté pour eux. Ah, Ah, Non, ouais. mais c'est sûr, parce que ton réseau social, en ligne, C'est vrai. entre autres, c'est un énorme miroir. C'est des gens qui ont tendance à être plus proches de ce que toi, tu es. Ouais. Puis c'est naturel d'être avec... Regardez, par exemple, vos amis. Vos amis vous ressemblent, ou à tout le moins, vous avez quelque chose de commun. Mais on devrait faire un effort pour
Vous savez, le chroniqueur qui écrit et qui vous fait bouillir le sang, là, faites un effort pour le lire. Ouais, moi, je les lis. Moi, j'aime bien. Puis d'ailleurs, là-dessus, le Journal de Montréal, on peut bien critiquer, là, mais le Journal de Montréal a beaucoup de monde qui pense pas pareil comme chroniqueur. Bon, il y a une ligne, là, on s'entend, là. Mais quand même... Mais ça demande un effort. C'est pas naturel de dire, moi, je crois fondamentalement à ça. Puis là, je vais aller lire quelqu'un, là, dont le sang me fait bouillir. C'est pas une inclinaison naturelle. Non, c'est ça sûr. prend une espèce de discipline. Puis c'est le drame aujourd'hui avec les médias, on le voit aux États-Unis. Si tu écoutes Fox News, Trump fait pas d'erreur. Jamais. Il est uniquement la victime d'un paquet de gens corrompus Fake qui news. veulent y nuire. Ouais, c'est le fake news. Alors, ça devient difficile. Avant, il y avait un bulletin de nouvelles qui devient comme l'espèce de perron de l'Église. Voici, on a tous eu la même information. Maintenant, chicanons-nous. Oui. Là, maintenant, on a des informations radicalement différentes. Ouais. Puis avec AI, on a des fausses informations. En En plus. plus. Hey, je l'ai vu! Ouais, mais c'est une fausse vidéo. Non, c'est une vraie vidéo. Ouais, ça commence à être... Ça commence à être D'ailleurs, dangereux. ça, c'est un débat qui m'inquiète. C'est sur, on entend ça, là. Ça, c'est une fausse bonne idée. Il faudrait interdire les fausses nouvelles. Puis C'est une fausse bonne idée? C'est une Alors, super fausse bonne répétons idée. ça, là. Alors, Interdire les OK. fausses nouvelles, Oui. c'est pas une bonne idée. non. OK. Pas parce que j'aime les fausses nouvelles, parce que poussons ça plus loin, là. Ça voudrait dire que, d'abord, qui va interdire? Ça veut dire que quelqu'un, quelque part, une autorité centrale, presque unique, qui va dire ceci est vrai et ceci ne l'est pas. Moi, ça m'inquiète, là, parce que ce ne sera pas toujours l'eau bout à 100 degrés Celsius. Là. Ce sont très rares les questions où scientifiquement, c'est clair que c'est ça la réponse. Ouais. Après ça, c'est davantage, d'ailleurs, il faut savoir ça quand on parlait d'arguments, puis de travailler l'argument contraire à ce qu'on pense. 99,9% de tous les débats, c'est pas de l'ordre du vrai ou du faux. C'est de l'ordre d'un pourcentage de désirable, d'à propos, de souhaitable, de pertinent et autres. Donc, qui va dire ça c'est vrai puis ça ne l'est pas? Ça, c'est encore plus inquiétant. Ouais. Puis après ça, ben, c'est comme de dire, faudrait éliminer. Je prends le parallèle avec la pandémie. Tu ne peux pas tuer un virus. Ce que tu peux, par contre, c'est vacciner la population. Ouais. Ben, alors, donner à la population, c'est pas mal plus tough, par l'éducation, la capacité de réfléchir puis de se poser les bonnes questions. Parce que sinon, moi, j'en ne vois pas de manière autre que totalitaire de dire c'est ça la nouvelle. Puis en dehors, c'est pas de nouvelle. Puis là, le glissement de ça est presque plus épeurant encore. Fait que dans le fond, c'est juste d'éduquer la population à savoir comment reconnaître la fausse nouvelle ou de se faire leur propre idée sur est-ce que... De se questionner. Oui, c'est ça. Puis encore là, on revient à... C'est un peu ce que faisait en rhétorique ou l'analyse des arguments. Ouais. Est-ce que ça se peut, ça? C'est pas... Fait que là, tu dis, je l'ai vu. Oui, mais attends un peu. Dans quel contexte? Ouais. Et ça pourrait être, après ça, il y a des choses qui peuvent être évidentes. Là, est-ce que la Terre est plate, la Terre est ronde? Mais ça m'inquiète beaucoup plus de est-ce que les tarifs, c'est bon ou pas? OK. Est-ce que la planète se réchauffe ou pas? Est-ce que, puis là, d'être capable d'aller dire, mais voici comment on arrive à dire un consensus scientifique, par exemple, c'est pas que l'inverse est impossible. C'est qu'avec tout ce qu'on sait maintenant, c'est ça qui est la solution ou le constat le plus sûr. Mais même en science, le doute est sain. Ben oui. C'est ça qui permet de toujours questionner. Mhm. Alors, en science, dis pas, c'est ça la réponse, puis vous ne pouvez plus dévier. Là, on n'est plus en science. Ouais. Mais ça ne fait pas que toutes les informations se valent. Il y a une hiérarchie, là. C'est pas parce que, par exemple, 99% des gens disent la Terre est ronde, puis il y en a 1% qui dit la Terre est plate, qu'il y a donc un débat sur la question. Ouais. Mais c'est là où ce que j'appelle des fausses bonnes idées, c'est interdisons les fausses nouvelles. Mhm. OK. Ah, c'est intéressant. Mais la mise en œuvre de ça m'inquiète, là. Tu as abordé l'économie collaborative. Toi, tu es chargé de cours à l'ENAP sur l'économie collaborative, je crois. Moi, je suis tombé là-dedans il y a 10 ans. En fait, je suis tombé là-dedans parce que moi, je viens du monde rural. Et c'est ça qui fait que quand Uber est arrivé, parce qu'au Québec, ça date de bien plus long que ça, mais c'était un peu quand Uber est arrivé que le feu a pris, là, que c'est devenu un enjeu. Quand tu dis le monde rural, là, juste pour te donner une image. Là. OK. Mon adresse, c'était route rurale numéro 4. Oui, genre une terre agricole ou genre en campagne. OK. Oui, premier voisin, un quart de mille. OK. Ouais, OK. c'est rural. C'est quand on Des avait... fermes, là. Oui. Nous, OK. on n'avait pas une ferme, mais il y avait des Mais fermes. t'étais dans un coin de ferme. Oui. OK, Puis parfait. pour moi, c'est le nirvana, là. C'est C'est le génial. plus beau. OK, parfait.
Alors, et quand Uber, la Ouais. longue histoire courte, c'est Uber arrive au Québec. Ouais. Et là, ça se met à déraper. Les de chauffeurs partout. de taxi, ils Capotent. n'aiment Entre pas l'idée. autres. Puis là, on a mal compris, mais on l'a complètement échappé. La longue histoire courte de ça, c'est l'Ontario, qui avait un cadre juridique à peu près similaire au nôtre, a réglé la question en 4 mois. Nous, OK. ça a pris 5 ans. OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 4 mois? Attends, mais je veux juste faire une mini-pause parce qu'on peut-tu juste expliquer dans Économie une phrase, collaborative, économie ça, collaborative, c'est quoi? Ouais. Ça, effectivement, parce que ça embrasse très large. Ouais. D'abord, l'économie collaborative, pourquoi elle est supposément différente de l'économie dite traditionnelle? C'est qu'il y a 3 fondamentaux, un test ADN qui la rend un peu différente du reste. Le premier, celui-là, je pense que vous allez l'aimer, moi, c'est mon préféré, c'est l'utilisation de la capacité excédentaire. Mhm. Ah. Donc, en gros, OK. faire plus avec ce qui existe déjà. Si Ouais. vous arrivez du monde environnemental, c'est du développement durable. Si vous arrivez du monde de la comptabilité, c'est de la productivité. Je vais vous donner quelques... J'aime ça que tu utilises, que tu mets ça dans d'autres contextes. Je trouve Ben, que ça l'aide à comprendre au lieu de penser que c'est juste dans un contexte en soi, puis que là, tu associes ça à quelque chose qui est comme environnemental, puis là, le monde qui sont pas tant environnemental, Ouais. ils voient ça. Non, c'est l'économie collaborative, c'est du capitalisme de gauche ou du socialisme de droite, là. J'adore. Alors, voyons un exemple. Une voiture. Ouais. C'est la 2e dépense en importance des familles québécoises. Mhm. C'est énorme, là. Et ça bouge 5 du temps. Ça veut dire que le 2e actif qui coûte le plus cher aux ménages québécois offre aucun service, aucun rendement, aucune utilité 95 du temps. Ouais. Ça, c'est un réservoir de capacité excédentaire. Vous êtes dans des édifices à bureaux, la salle de conférence n'est pas toujours occupée. Mm. Il y a de la capacité excédentaire. Le cas d'école ici, ou très drôle, c'est la perceuse. Ouais. Perceuse qui bouge 20 minutes, mais quand on pense à ça, pour fabriquer une seule perceuse, de l'extraction du minerai de fer, l'extraction du minerai de cuivre, du pétrole, tout ça, fait qu'on on est une société qui produit beaucoup, mais qui est très, très peu productive. Donc, la première chose, c'est faire plus avec ce qui existe déjà. Et là, on se rend compte qu'il y a plus de stationnement qu'on pense, qu'il y a plus de pieds carrés disponibles qu'on pense, qu'il y a plus de pieds cubes disponibles qu'on pense, qu'il y a plus d'outils qu'on pense. Donc, on pourrait, comme ça, parce que faire rouler une voiture 100 000 km, c'est beaucoup moins de ressources qu'en faire rouler 50 000 km chacune. OK, ouais. Puis pensez même, parce qu'il y a des enjeux de mobilité au Québec, ça a l'air. Ben, la majorité des Québécois se déplacent sur la majorité des trajets seuls dans leur voiture. Ouais. Alors, faisons un cas d'école simple. Là, imaginons que toutes les voitures ont 4 places. Puis là, ça, c'est un cas réel. Là. Ça, c'est des chiffres validés par la Polytechnique. Tous les jours au Québec, il se déplace 25 millions de sièges de chars vides en une seule journée. Aïe, aïe, c'est fou hein, quand tu y penses. Juste en termes de proportion, à Québec, dans la région de Québec, c'est 6 millions tous les jours. À Montréal, c'est 15 millions tous les jours. De sièges vides. De sièges vides, là. Et à la période de pointe, il y a plus de capacité de transport dans les sièges vides que toute la capacité de la STM réunie. Ah, ouais. Et là, je ne suis pas en train de vous dire qu'on pourrait toutes les remplir demain matin, là. Non, mais ça donne une Mais idée de ce si qui est j'étais capable d'en disponible. remplir, mettons 5 %, je transforme un lundi matin en dimanche après-midi avec aucun investissement d'infrastructure, là. Donc, la capacité excédentaire, c'est comme être assis sur une mine d'or Ouais. puis de ne pas l'utiliser. Fait que le premier pilier de l'économie collaborative, c'est d'utiliser la capacité excédentaire. Le partage fait partie de ça. Oui, Tu sais, comme le d'ailleurs. partage C'est une club, là, stratégie. mettons. là, Ben, c'est- oui, puis le partage club, c'est une excellente école. D'ailleurs, le mot partage ici est intéressant parce qu'il explique le dérapage au Québec sur cette question-là. Au départ, c'est les académiciens anglophones qui ont essayé de documenter la chose, puis ils sont arrivés avec sharing economy. Puis, on a traduit ça en français par économie du ou de partage. Alors, vous imaginez Uber qui arrive, puis là, c'est de l'économie de partage, et là, on part. Parce que, rhétoriquement, encore plus en français, puis encore plus au Québec à cause du passé coopératif, on imagine que le mot partage veut dire pas de profit, veut dire communautaire, veut dire kumbaya. C'est un peu l'idée qu'on a en tête quand on entend le mot partage. C'est ça l'émotion que ça crée dans le Oui, fond, genre ouais. troc, genre, Ouais, c'est pas exactement. d'argent à faire. Mais dans les faits, ça triche le sens profond du mot. Il y a 2 racines latines au mot partage.
partes agere, qui veut dire de plusieurs parts faire agir. Donc, j'ai un actif que je subdivise en plusieurs parts pour donner plus de pouvoir, plus de possibilités à plus de gens. Donc, ça, c'est une définition à la limite académique. Mais comme on ne vit pas dans l'académique, bien, dans le monde réel, ça a dérapé un peu tellement qu'en anglais comme en français, on a migré vers l'économie collaborative qui embrassait un peu plus large là, pour éviter de se cogner le nez. Puis comme dans n'importe quoi, il peut y avoir un modèle à but lucratif puis un modèle à but non lucratif. Okay. Par exemple, pour Airbnb, Couchsurfing. Par exemple, dans la finance, ben, vous avez des banques, puis il y a des caisses populaires. Alors, mais la pratique elle-même, elle est similaire. Fait que ça, c'est notre premier pilier de l'économie collaborative. Le deuxième, c'est un divorce entre l'accès et la propriété. Dans le monde de l'économie traditionnelle, la manière la plus simple, la plus facile, la plus immédiate d'avoir accès à quelque chose, c'est « j'en suis propriétaire ». Ouais, c'est à moi. Donc, qu'est-ce que c'est la propriété? C'est le monopole de l'accès. Ouais. Ma voiture, elle est là. Ouais. L'échelle en arrière, ben, elle est là. Donc, si je la veux maintenant, elle est là. Comme dirait l'ancienne, la ministre Duranceau, si t'es tanné que les loyers augmentent, achète-toi un bloc. Fait que, non, mais il y a un peu cette idée-là. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai acheté le bloc, fait que c'est moi qui augmente le loyer comme ça. Alors, tu as accès. Dans le monde de l'économie collaborative, à cause d'un paquet de systèmes, des plateformes en ligne, à cause des mécanismes de revue entre les pairs, tu peux avoir accès facilement, simplement, rapidement, sans nécessairement devoir être propriétaire du bien. Puis ça, c'est notre pont logique entre les deux premiers piliers, parce qu'à partir du moment où un actif, l'échelle ou autre, peut avoir plusieurs utilisateurs, bien là, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'un actif par utilisateur. Mm-hmm. Puis le troisième pilier, puis c'est là pourquoi est-ce que ça a été autant le bordel avec Airbnb, avec c'est Uber, quoi le nom du reste, deuxième pilier? c'est le divorce entre l'accès et la propriété. Ça fait partie des piliers de l'économie collaborative. Oui. Alors, le premier, c'est l'utilisation de la capacité excédentaire. Le deuxième, c'est le divorce. Parce qu'avant, l'accès, puis l'utilisateur puis le propriétaire, c'est le même. Ouais. Là, je peux les divorcer. Okay. Je peux être un utilisateur de quelque chose sans nécessairement qui m'appartient en être le propriétaire. Genre, tu loues un chalet. Oui, c'est ça. OK, parfait. Puis le troisième, c'est là où c'est le plus brutal puis le plus difficile, c'est l'abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés. Okay. Ça veut dire que maintenant, avant, dans l'économie traditionnelle, bien, très, très peu de gens vont se qualifier pour faire quelque chose. Et comme la barrière d'entrée est très élevée, tu veux te lancer en restauration, tu veux opérer un taxi, tu veux offrir de l'habitation ou un hôtel, mais la barrière d'entrée est très élevée, ça coûte très cher, c'est compliqué. Permis de beaucoup taxi, là, c'est des 100 000, 200 000. Là. Et fait que peu de gens vont faire ça. Puis comme c'est très compliqué, ils vont vouloir s'y dédier sur le très long terme. Okay. Donc, c'est le nirvana du gouvernement. Ils ne sont pas beaucoup, puis ils ne vont pas bouger beaucoup. Fait que là, je peux avoir tous les formulaires du monde. Dans l'économie collaborative, j'ai tellement démocratisé l'accès, la barrière d'entrée est tellement basse que monsieur, madame, tout le monde peut se lancer dans une activité pour le temps qu'il veut, pour le montant qu'il veut, pour beaucoup, un peu, passionnément, de temps en temps, ou beaucoup, puis après ça, pas du tout. Et ça fait que c'est comme la révolution de la masse qui arrive. Là. Et quand on regarde, d'ailleurs, les vrais experts d'économie collaborative, c'est les enfants de 5 ans. Parce que les enfants de 5 ans ont un talent qu'on perd en vieillissant, malheureusement. C'est celui de voir les choses sur la base de ce qu'elles peuvent faire, pas sur la base de ce à quoi sont supposés servir. Leur étiquette, ouais. C'est pour ça que les divans du salon deviennent les murs d'un fort. C'est pour ça que la cuillère de bois devient une mitraillette et autres. Où est-ce que c'est écrit qu'un divan, qu'un coussin de divan, ça doit servir uniquement à X et pas à Y? Regardez une chaîne de montage, il y a 2 voitures, une en arrière de l'autre. Une fois qu'il y en a une qui devient un taxi, puis l'autre devient ma voiture personnelle, mécaniquement, c'est le même char. Est-ce que le matelas chez nous est tellement différent d'un matelas à l'hôtel? Est-ce que la table chez moi peut seulement servir, ou le four chez moi, uniquement servir à faire des repas pour moi et ma famille, mais pas pour le voisin? Non, mais c'est un petit peu ça qu'on appelle du marketing, là, je pense. Non? Bien, il y avait l'idée de dire, avant, c'est tout un paquet de règlements, de lois, de permis qui dit, parce que l'économie traditionnelle, c'est un mur de Chine entre les choses à vocation professionnelle et les choses à vocation personnelle. Puis là, il y a beaucoup, beaucoup de capacités excédentaires partout. L'économie collaborative, il n'y en a plus de mur de Chine. C'est un trait par terre. Puis, par exemple, une voiture, en mettant une app à on, ça devient une voiture professionnelle. Ouais. J'arrête, ça devient une voiture personnelle. Mon chez-moi, c'est résidentiel, mais si je fais venir quelqu'un pendant que moi, je ne suis pas là en vacances,
Mais là, c'est professionnel. Et aucune de nos lois, le zonage n'est pas pensé pour ça. De là, le choc. Mais c'est un réservoir de développement gigantissime. Par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est ma région, alors évidemment que c'est la plus belle. Ben oui, c'est connu. Mais si je voulais faire la promotion touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai un problème. Parce que c'est comme si je disais aux gens, si t'as pas de char, viens pas. Ouais. Ben, c'est un méchant problème. La moitié des Montréalais n'ont pas de voiture. Pourquoi? Parce que oui, il y a des voitures à louer à l'aéroport de Bagotville, puis il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas assez. Non. De là, l'idée, par exemple, les gens vont connaître la plateforme Turo, puis il y en a d'autres du genre. Il y a plein de voitures arrêtées. Je n'ai pas besoin d'avoir une voiture de location qui ne sert qu'à ça. J'ai besoin de louer une voiture qui n'est pas utilisée pendant ce temps-là. Fait qu'en mobilisant ça, je pourrais augmenter la capacité d'accueil ou l'attractivité d'une région qui, elle, n'a pas besoin de construire pour la période de pointe. Et là, mais, il y a une réelle économie de ressources là-dedans. Oui, puis moi, ce que je trouvais intéressant du concept d'Airbnb, c'est sûr que pour Uber, tu sais, mon père, c'est un chauffeur de taxi. Okay? C'est lui qui a créé un des fondateurs de la Coop Laval. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi dans l'industrie du taxi. C'est sûr que quand Uber est arrivé, moi, je disais, ben là, il y a des gens qui vont perdre leur job, blablabla. En tout cas, tu sais, c'était ça mon point de vue à cause de ma chambre d'écho. Mais le Airbnb, moi, j'ai loué des chalets que je pourrais jamais me payer dans ma vie, mais que j'avais accès. Puis en plus, c'est que, mettons que j'avais l'argent, là, hey, je veux pas dealer avec ça, l'entretien de toute cette patente-là. Fait que tu y vas une fin de semaine, tu ramasses ton sac, tu t'en vas, puis tout est réglé. T'en as vraiment profité pour vrai. Alors que très souvent, quand t'as un chalet, t'as de l'entretien, t'as le monde qui débarque chez vous, puis qui repart, qui relaisse ça en bordel. Puis tu sais, là, t'as pas de responsabilité, t'as juste le plaisir. Ça, c'est intéressant pour les Airbnb. Ben, puis, Airbnb, c'est un beau cas de comment on fait parce que toute chose qui existe ou qui est inventée arrive avec des opportunités puis des démons, là. Ouais. C'est là où, c'est pas une thèse libertarienne, là, ça prend de la réglementation. Puis moi, ma doctrine, c'est encadrer afin de mieux permettre. Ouais. Il y a 3 affaires là-dedans. Là. D'abord, reconnaître que tu ne peux pas encadrer ce que tu n'es pas prêt à permettre. Tu ne peux pas dire je vais encadrer la vente de marijuana, mais ça ne peut pas être permis. Ça doit venir avec. Ouais. De l'autre côté, tu ne peux pas permettre quelque chose que tu n'es pas capable d'encadrer. Puis afin de mieux, ben, qu'est-ce qui va dans ma réglementation favoriser tout ce que je considère être positif et tempérer, voire interdire ce qui serait méga un problème. Airbnb est le cas d'école. C'est plein d'avantages. Ouais. Mais le plus grand démon potentiel qui vient avec ça, c'est la prédation sur le parc d'habitation. Ouais. Alors, disons-le simplement, c'est ce que j'avais appelé, moi, le test de la brosse à dents. Si je loue mon chez-moi pendant que je ne suis pas là ou peu importe, il n'y a personne qui va se mettre dans la rue parce qu'il fait du Airbnb chez lui. Non. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu sur le logement. Mais si j'achète le duplex en face, que je mets 2 familles dehors pour le louer sur Airbnb ou d'autres plateformes, parce qu'il y en a plein d'autres, ça, c'est grave. Oui, puis il y a beaucoup de villes en Europe notamment qui ont interdit les Airbnb à cause de ça. Mais encore là, est-ce que je suis capable d'interdire ou est-ce que c'est la bonne chose? Parce que c'est là où distinguer la pratique dans ce qu'on appelle la résidence principale, là où est ta brosse à dents d'habitude, versus là où tu n'habites pas d'habitude. Puis ça, le gouvernement n'a pas encore fait ça, mais je pense que ça va finir par atterrir là. Moi, je pense que ça devrait être essentiellement très facile et permis résidence principale là où tu habites d'habitude et très, très difficile et relativement restreint là où tu n'habites pas normalement. Puis ça permet d'enlever un paquet de démons dans l'équation. Là. Puis pour ce qui est du transport, on peut faire l'enjeu sur Uber. Moi, je ne pense pas que ça nuit au taxi. Mais prenons par exemple entre Amqui puis Matane. Il n'y aura jamais de transport collectif qui a de l'allure entre les deux. Non. Ça ne fait pas de sens. Là. Non. Par contre, il y a des milliers de sièges vides qui font cette distance-là tous les jours. Et pourquoi est-ce que le covoiturage est un échec patent depuis 50 ans? Ouais. Ça fait 50 ans que tous les gouvernements disent covoiturer, c'est mieux, c'est gentil, etc. Pourquoi on ne le fait pas? Ben, il y a une contrainte à embarquer quelqu'un. Sinon, c'est mieux. Tu n'as pas besoin de faire de détour. Tu n'as pas un étranger avec toi. Il y a des applications de ça. Puis les histoires qu'on me raconte, là, c'est des raids qui sont longues là, avec du monde un peu weird. Des fois, mais regardez, la raison pourquoi ça ne lève pas, parce qu'il y en a un peu, là, mais ça ne lève pas autant que ça devrait, c'est parce qu'au Québec, on gère le transport en mode de gestion de l'offre. Le transport interurbain, c'est garanti à une couple de compagnies où on dit tu n'auras jamais de concurrence. Je ne pense pas que ça sert l'intérêt général. Ouais. En gros, on interdit le profit quand tu covoitures.
Je vais vous dire très franchement, je m'en contre Saint-Cyboirise que tu deviennes milliardaire si tu fais du covoiturage. Attends. Ça aide tout le monde, là. Ben, si tu charges, t'arrêtes, dans le fond. Oui, tu as le droit de charger à peu près le prix des coûts engagés. Mais tu n'as pas le droit de faire de profit pour préserver le marché des autres. Ouais, puis souvent, c'est une business, là, ça, l'affaire du covoiturage. Là, il y a une business là, ça. Qu'est-ce que ça change que quelqu'un deviendrait milliardaire à covoiturer? Oui, c'est ça. Ça ne dérange pas du tout. Rien. Alors, pourquoi cette loi-là existe? Pour protéger le marché de quelqu'un? C'est super pour cette personne-là. Mais lui, il est, par exemple, riche. Oui, mais à la limite, moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est l'intérêt général. Là. Ah ouais. Ouais. Puis là, je n'ai pas besoin de réfléchir tout. Là. Si les gens voient leur intérêt à embarquer quelqu'un parce que ça paye les cours de piano du petit ou que ça paye toutes ses dépenses. Posséder une voiture au Québec, dépendamment où vous êtes, c'est entre 5 000 et 7 000 par année. Ben oui. C'est fou. Puis même ça, là, je me demande si c'est encore les bons chiffres, tu sais, parce que les prix des autos ont augmenté. Là. Ils disaient 64 000 un auto à gare. L'essence est all-in quand les gens me disent non, ma voiture est payée. Non. Sur le temps que tu as possédé ta voiture, là, c'est à peu près ça par année. Ben là, si on veut diminuer le coût du transport pour tout le monde, ça, c'est une mesure facile. Et je dis souvent, en transport ou ailleurs, la deuxième chose dont on a besoin, c'est plus d'argent. C'est assez surprenant, là. Promenez-vous, parlez à des gens dans le transport. C'est toujours, ça prendrait plus d'investissement. On s'en prend, mais c'est la deuxième chose dont on a besoin. La première chose, c'est une réforme réglementaire pour aller piger dans tous ces sièges libres qui se déplacent. Toute la capacité excédentaire. Oui, puis c'est pas tout le monde qui va le faire. Mais il y a un prix qui va faire que ça va être intéressant pour certains. C'est quoi qui est arrivé? Tu disais en Ontario, ça s'est réglé en quelques mois. Une des différences fondamentales entre l'économie traditionnelle et l'économie collaborative, c'est qu'en économie traditionnelle, on gère de l'offre qui est relativement fixe. Il y a X voitures de taxi, il y a X portes de chambre d'hôtel, il y a Y restaurants. Ça change, mais pas très, très vite. En économie collaborative, l'offre bouge quasiment à la minute. Si tu ne comprends pas ça, tu n'es pas capable de le gérer. C'est comme si j'arrivais avec quelque chose, puis ta boîte à outils, elle ne peut pas fonctionner pour ça. OK. Fait que là, l'idée, c'est pas de dire, mais vu que je n'ai pas d'outils pour ça, c'est freebie. Non, j'ai besoin d'outils sur mesure pour ça. Exemple, je ne pourrais pas gérer les médias sociaux avec la loi qui a été écrite pour les journaux. Non. C'est une autre bibite. Ouais. Puis en Ontario, ils ont tout de suite compris que c'était pas la même chose et que tu pourrais pas, puis le code d'école, c'est ça, tu peux pas faire entrer Uber dans la loi du taxi. Okay. Tu peux être aussi sévère que tu veux. Je pense que la loi que j'ai suggérée au Québec, elle est très sévère. C'est certainement un des endroits dans le monde où Uber paye le plus au Trésor public, mais la loi, elle est compatible avec le modèle d'affaires. OK. Fait que là, c'est pas puis là, dès que tu disais, la loi actuelle ne marche pas, mais c'est la job des élus. Je veux dire, tu voudrais pas gouverner, tu veux pas faire le code de sécurité routière et pas une émanation des lois pour gérer les chevaux. Non. Ouais, parce qu'avant, c'était en carriole. Fait que là, on a pris le règlement, on l'a comme transféré aux autos. Ben là, ça marcherait pas. Non. Alors, c'est autre chose. Fait que comment on fait pour écrire des lois qui vont répondre à des vrais objectifs de préoccupation d'intérêt général, mais qui cadrent avec la chose qu'on doit régler? Pour faire le pont avec l'économie collaborative puis la véloconomie, tu es reconnu comme un expert de la véloconomie. Il dit pas expert, il a dit que c'était... Ah non, c'est vrai, c'est pas un expert. Bon, en tout cas, tu connais, du moins. Un peu, oui. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la véloconomie puis c'est quoi l'impact que ça a ou que ça pourrait avoir si c'était bien géré? Bien, d'abord, laissez-moi vous dire comment je suis arrivé à ça. Oui. Ouais. Alors, à l'époque, je suis à la Ville de Montréal, puis quand vous voulez, par exemple, faire des pistes cyclables... Qu'est-ce que tu faisais à la Ville de Montréal? Parce que là, tu nous as dit que t'as fait des journées avec l'École bleue, mais tu faisais quoi à la Ville de Montréal? J'étais conseiller municipal. OK, t'es conseiller municipal. Puis après, mais semble que tu t'es présenté à un moment donné. Non, tu voulais pas te présenter à Oui, l'Hôtel de Ville. j'ai voulu être maire. J'ai eu cette ambition-là. Oui. C'était qui à ce moment-là? C'était pas... C'était à Projet Montréal. OK. Puis finalement, les gens l'ont décidé autrement. Ouais. Puis je me dis, après 4 ans, mon argent était fait. Il fallait faire autre chose. Mais alors, quand vous voulez faire des infras cyclables, souvent, l'opposition vient des commerçants. Oh. Et dans le monde du vélo en général, c'est pas des gens qui viennent de ce monde-là, celui des PME, des commerces de rue et autres. Alors là, c'est comme si vous avez deux univers qui se parlent pas, voire même qui ne se comprennent pas. Opérer un commerce sur rue, par exemple,
ça se peut très bien que tu fasses des profits 6 mois sur 12, 8 mois sur 12. Ça crée un environnement d'anxiété assez important. Ben oui. Et face à ça, la promesse du nirvana, là, 1 tien est mieux que 2, tu l'auras. Oui. Puis là, on met là-dessus un paquet de perceptions qu'on a l'impression, parce qu'on est gouverné, on n'est pas... Descartes est mort, ça fait longtemps. On n'est pas gouverné par la rationalité pure. Là. On a l'impression que les automobilistes ils ont plus de sous que les cyclistes, etc. Puis moi, je vends des choses. Donc, mon travail à moi, c'est d'opérer un commerce. C'est pas de faire des analyses socio-économiques. Là. Et il y avait une vaste partie du discours vélo qui était essentiellement en opposition ouverte aux commerçants plutôt que de parler aux commerçants dans leur langue à eux. Et je m'étais mis à m'intéresser à, coudonc, est-ce que les portefeuilles cyclistes, là, c'est beaucoup. Au Québec, c'est peu documenté. Les portefeuilles cyclistes? C'est-à-dire combien les cyclistes dépensent. OK. Et au Québec, c'est peu documenté, mais ailleurs, lorsqu'il y a des infracyclables de première qualité, on a documenté ça. Parce que le chiffre qui revient souvent, c'est 24 de plus de ventes pour ces commerçants. De ventes pour les commerçants. Alors, j'avais dit aux commerçants, dans le fond, là, vous n'êtes pas anti-vélo, puis vous n'êtes pas pro-auto non plus. Vous êtes pro-profit. Donc, je vais vous parler dans cette langue-là. Et ça a commencé comme ça. Tous les lundis, je documente quelque chose qui relève de l'économie du vélo. OK. Et à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. Tous les lundis, c'est où, là? Sur mes médias soucieux, là. Ouais. Puis là, le hashtag ou le mot-clic que j'ai inventé, c'est véloconomie. Ouais. Sur lequel on s'accroche au début, puis à un moment donné, on est victime, puis ça finit par marcher. Puis là, je me suis dit, je vais documenter ça, puis essayer d'aller trouver de la nouvelle information. Puis tranquillement, c'est comme si j'étais tombé sur une mine d'or. Là. Et de découvrir qu'au Québec, on a des milliers et des milliers de gens au Québec qui ont un chèque de paye parce qu'ils travaillent dans le vélo. Il y a des gens qui les dessinent, qui font le design industriel, des gens qui les assemblent, qui les réparent. C'est énorme, cet écosystème-là, et c'est complètement en dessous du radar. D'ailleurs, le modèle Bixi est répliqué partout dans le monde. Fait à Chicoutimi. C'est un produit d'exportation, là, parce que moi, j'étais à Madrid, à Barcelone, à Washington, même à Chicago, à New York, à San Francisco. C'est d'ici, là. Alors, c'est un produit d'exportation. On ne s'imagine pas que les gens qui travaillent dans le vélo sont des gens qui ont des diplômes avancés, qui font du design industriel. J'arrive de visiter Faction Bike à Granby. Eux, ils sont comme une espèce de super firme de génie et de design industriel qui sert en appui à peu près là, 150 entreprises à travers le monde qui vendent entre quelques vélos par année et 1 million d'unités par année. Ça, c'est tout un savoir-faire au Québec. Extraordinaire. Puis là, on pourrait parler de Panorama qui est à Granby qui fait des vélos d'arrière-pays. Je pourrais aller me promener en Beauce, puis c'est Rocky Mountain. Ici, à Montréal, il y a T-Lab qui fait des vélos en titane. C'est un marché assez précis. Oui, c'est la niche. Un nid de poule en titane ne doit pas être légal. Puis vous avez Argon 18 qui fait les vélos de 3 équipes olympiques. Vous entrez dans leur bureau, vous avez l'impression d'être dans une écurie de Formule 1. Là. Alors ça, c'est tout un monde qui existe, mais qu'on ne connaît pas. Puis si moi, je rêve qu'un jour, quand on va ouvrir un truc vélo quelque part, le député se garoche pour pouvoir dire « Hey, moi, j'étais là à l'ouverture. » Ouais, c'est pas le cas. Combien de députés savent, dans mon comté, le vélo, ça représente tant d'emplois? Puis ça, c'est le drame du vélo au Québec. Il va falloir rapidement être capable de répondre à la question pour laquelle je n'ai pas encore de réponse. Le vélo au Québec, c'est X emplois, c'est X millions de dollars de masse salariale, puis c'est Y entreprise. Fait que c'est comme de le valoriser comme on a valorisé la créativité, les jeux vidéo. Exactement. Les batteries. Cette industrie-là. Le vélo au Québec, c'est une véritable filière industrielle. OK. Ouais. Gigantesque. Là. Ouais. Il se vend juste 2-3 chiffres. Il se dépense par année en vélo et accessoires plus qu'1 demi-milliard de dollars par année. Ça commence à faire des sous. Là. On n'imagine pas ça. Mais là. parce que je pense que j'ai de la difficulté à saisir l'ampleur parce que j'ai pas de comparatif avec une autre industrie. Ben, d'abord, le fait qu'on n'ait aucune idée, par exemple, est-ce que quelqu'un s'imaginait que c'est 1 demi-milliard par année? Au Québec, il se vend 600 000 vélos par année. Ah, quand même, hein? Et là, avant, c'était 1/4 électrique. Là, on s'en va vers 1/3 électrique. Là. Regardez Vélec, qui est sur la Rive-Sud. Eux, ils existent depuis presque 20 ans.
ils ont vendu plus de 100 000 unités. Ils n'ont pas une affaire avec des assurances aussi, Vélec? Ils ont même créé un truc qui est à peu près l'importation du programme CA, mais pour les vélos. Leur vélo. Ah oui? T'es mal pris avec ton vélo quelque part au Les Canada. appels, ils viennent chercher. Ouais. Tu fais voler ton vélo dans les 3 années de l'achat et te le remplaces. Et ça, c'est des vélos électriques de plaisance, là. On n'a OK, pas c'est juste des vélos idée. électriques, là, mais quand même, ça coûte cher, un vélo électrique. Oui, puis on n'a pas idée de l'importance de cette industrie-là au Québec. Ah, c'est Puis là, ben, que moi j'en parle ou que j'en parle pas, elle ne deviendra pas plus ou moins grosse. Ce que je veux, c'est qu'elle soit reconnue comme telle. Et le vélo est pas... Vélo Québec fait un travail exceptionnel. D'ailleurs, c'est nouveau. Là, maintenant, il y a une page Véloconomie sur le site de Vélo Québec. Il faut que, comme n'importe quel secteur, le secteur automobile, le secteur de l'échafaudage, etc., il faut qu'il se structure comme tel. Parce que si tu n'es pas structuré comme tel, le gouvernement ne sait pas que tu existes. Mais dans le top 5 des industries du Québec, est-ce que ça rentrerait dans le top 5 des industries du Québec, le vélo? Probablement pas, parce que là-dedans, il y a l'aéronautique, c'est 40 000 emplois. Ouais. C'est assez gigantesque. Après ça, il y aurait, par exemple, le ferro, l'aluminium et autres. Ouais. Mais c'est une industrie importante. C'est important. Il y a plus d'emplois. Voici un autre truc qui nous surprend. Il y a plus d'emplois vélo à l'extérieur de Montréal qu'à Montréal. Fait que l'idée que c'est une bébite du plateau, Oui. ben c'est pas vrai. Ben, l'utilisation, mais c'est parce que c'est une utilisation quotidienne versus les utilisations peut-être de régions qui sont plus des utilisations. Mais d'abord, la sportives pratique du vélo évolue très, très, très rapidement. Et elle est beaucoup plus vaste. Par exemple, moi, je ne suis pas vraiment un cycliste. Je fais du A à B en ville parce que c'est ça qui est le plus efficace. Avec ton soute? Oui, absolument. Je veux te voir arriver. Ben oui, parce que c'est pratique. Ça me permet d'aller de Vraiment, chez moi ça à va là où je beaucoup dois plus aller sans être pogné dans le trafic. Uh-huh. Puis moi, je suis pas... me stationner là, serré, là, c'est jamais une bonne idée. Puis je veux pas être coincé si jamais il y a du stationnement en plus. Avec ça, j'ai pas d'enjeu. Mais il y a tout un marché. Le vélo de montagne est en explosion au Québec. Ouais. Le vélo d'aventure d'arrière-pays. Le vélo électrique, vous savez, la distance médiane des transits au Canada, c'est-à-dire d'un trajet au Canada. Là. On imagine le Canada, vaste pays, juste le Québec, c'est tellement grand. La distance médiane d'un trajet ici, c'est 7 km. Là, on Ça parle... se fait très bien en vélo, 7 km. Sans problème. Puis l'idée, c'est pas de dire, mais là, c'est pas. Moi, mon discours est absolument pas anti-auto. J'en ai une. J'aimerais ça pas en avoir parce que je trouve que ça coûte très cher, mais c'est parce que ça répond à un besoin. Moi, j'ai fait un cours en design d'infrastructures cyclistes à Copenhague. Ah ben, Puis là-bas, il disait, quand je passe l'aspirateur, je suis pas un cycliste. Là, tu es à Copenhague, le gars, il donne un cours sur le design. Il dit, je suis pas un cycliste. Il dit, j'utilise le vélo. Quand je passe l'aspirateur, là, je suis pas un aspiriste. Je suis un utilisateur, tantôt du métro, tantôt du vélo, tantôt... Je prends ce qui est le mieux pour moi à ce moment-là. Mais tout ça mis à part, même si j'étais pas... je prenais jamais le vélo, c'est un truc qui crée énormément de richesse au Québec. Mais c'est un sujet très polarisant. Tu sais, dans tous nos épisodes, il y a 2 épisodes où on a eu des chars de bêtises. C'est le premier avec Catherine Morancy qui parlait, entre autres, des vélos et des pistes cyclables. Puis le deuxième avec Olivier Primo qui a parlé des pistes cyclables. Mais là, je te dis pas 10 insultes. Là. Ça se compte en centaines d'insultes de monde qui disent ben moi, avec mon pick-up, j'ai frappe. T'sais. C'est quoi cette idée-là de polarisation? T'sais, ça vient d'où, cette polarisation? Tout le monde est un peu coupable. D'abord, j'ai ma part. Vous devriez voir ma boîte courriel, elle n'est pas pire aussi. Mais là-dessus, moi, j'en fais pas un truc identitaire. Parce que si tu fais de la politique identitaire sur le vélo, du style les cyclistes, c'est les bons, puis les automobilistes, c'est méchant, qu'est-ce que tu penses qui va arriver de l'autre bord? Ah, c'est sûr. Ça va être exactement le miroir inverse. Ben oui. Ben oui. D'abord, la majorité des cyclistes sont aussi des automobilistes. Ben oui. D'ailleurs, chose que moi, maintenant, qui fais du vélo en ville, j'aimais pas ça, je pense être un meilleur automobiliste parce que je sais ce que vit le cycliste. Ton fameux principe d'osmose, c'est-à-dire que tu as été sur une piste cyclable, tu as passé proche d'un char, tu t'es fait couper par une moto ou quoi que ce soit, tu as une meilleure compréhension. Et je pense que parce que je suis un cycliste, je suis un meilleur automobiliste, puis comme automobiliste, puis qui fait du vélo aussi, je pense être un meilleur dans les 2 cas. Mais pour moi, c'est pas identitaire. À la fin, là, tu pourrais être complètement apathique. Si tu es pro-profit,
devrais aimer le vélo. Si tu es à droite, tu devrais aimer le vélo. C'est le moyen, en termes d'infra, tu sais, tu veux construire de l'asphalte pour déplacer des gens, c'est ce qui coûte le moins cher de déplacer le plus de gens. Bon, OK. Puis si à la limite, là, taillis les vélos, c'est correct. Chaque fois qu'il y a quelqu'un sur un vélo, c'est peut-être quelqu'un... Moi, je suis le cas classique. Si je fais un trajet en vélo, c'est un trajet de moins en auto. C'est sûr. C'est ce qu'on disait avec Puis ça t'évite d'être obligé de te stationner en parallèle à Montréal. Oui. Vous savez que quand moi, j'ai fait mon cours de conduite au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas d'endroit pour faire le test en parallèle. Quand tu es arrivé ici... Tu arrives, puis là, je veux dire, tu es coincé ici. Mais il y en a 14 des stationnements, prends un autre. Là. Ou parallèle avec une auto manuelle dans une côte. C'est ça, c'est plus... Puis, en termes de profitabilité sur notre saisonnalité ici, tu sais, l'hiver, est-ce que le vélo a vraiment sa place l'hiver? Tu sais, est-ce que ça change beaucoup l'hiver et l'été? C'est sûr que la pratique change. Vous voyez, par exemple, les compteurs, mais l'idée ici, c'est pas tout au vélo. C'est pas ça l'idée du tout. Par contre, regardez, par exemple, les pubs de la CEPAC c'est plein de pubs avec les fat bikes. Les fat bikes ont révolutionné le tourisme à vélo. Ouais. Mais je pense pas je pense pas que les gens qui sont contre le vélo sont contre le vélo d'activité, d'activité sportive ou de si on parle de la gestion, prenons le cas de la gestion de l'espace public en ville. Ça. Parce que c'est surtout ça. D'abord, oublions le vélo 2 secondes. Moi, comme automobiliste, rouler sur une rue, il y en a des rues où il n'y a pas de trottoir. J'aime pas ça. Parce que ça laisse toujours un risque plus grand que je pourrais accrocher un piéton, ce qui est ma peur la plus grande. J'adore rouler sur, par exemple, Saint-Denis, parce que je suis sûr que j'ai pas de chance de frapper un cycliste. Il y a son endroit. On ne ferait pas aujourd'hui des rues pas de trottoir. On veut protéger les piétons. D'ailleurs, plus il y a d'infra cyclables, plus la voie devient sécuritaire. Maintenant, si le but, c'est la fluidité, on est ailleurs. Mais fondamentalement, cette idée de le penser différemment en ville, ça dépend toujours d'où on part. Puis à la fin, reconnaissons que la plus grande loi qui gouverne l'univers, c'est l'inertie. L'inertie, c'est pas qu'il se passe rien. C'est ce qui est, continue à être. Pour ça, par exemple, moi, je viens du monde de relations industrielles. En santé-sécurité, c'est très, très bien démontré. On perçoit comme plus dangereux quelque chose qui est plus nouveau que le danger bien grave, mais qu'on côtoie depuis toujours. Ouais. Parce qu'on est habitué. C'est pour ça que le changement est si difficile. Ça, c'est normal, puis c'est dans tout. Là-dessus, je pense qu'on sous-estime l'utilité politique et collective du projet pilote. Ça donne le droit d'essayer quelque chose à petite échelle. Puis là-dedans, on est bon au Québec, des projets pilotes. M'a dit de quoi on en fait sur bien des affaires. Il faut en faire plus. Ouais, Moi, je suis burkien, là. Je pense pas que personne a nécessairement la bonne idée. Donc, d'essayer une petite affaire, puis d'accepter de se tromper. Plus tu veux augmenter ton niveau d'innovation, plus tu dois diminuer le coût de l'erreur. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est si difficile d'innover dans le domaine de la santé. C'est parce que c'est juste un seul truc qui marche pareil. Mais là, plus tu as d'unités autonomes, tu vas avoir toutes sortes d'expériences, des bonnes, des mauvaises. Il faut que tu augmentes ta tolérance de ça. Mais si tu as un bon coup, il peut être répliqué par les autres. Si tu t'es planté, au moins, tu n'auras pas contaminé le truc au complet. Tu auras dit aux autres, si on l'a essayé, faites-le pas. C'est ça. Mais en même temps, on fait plein de projets pilotes, puis on se plante pareil. On se plante vraiment beaucoup, là. Mais c'est correct, ça. À la limite, la question, un projet pilote, pour qu'il fasse du sens, c'est qu'il faut que le carré de sable soit petit. C'est quoi tes projets pilotes que tu as en tête? J'ai travaillé dans le temps quand je faisais des projets dans le verre, là, à l'époque. Là. On faisait des projets pilotes avec des trottoirs plus performants, puis des piliers de pont plus performants. Puis, tu sais, on a quand même donné le contrat, par exemple, du pont Champlain. Au lieu de mettre du verre dedans, on a mis du copeau de métal. Puis, qu'est-ce qui arrive au copeau de métal? Dis-moi pas qu'il rouille. Ben oui! Est-ce qu'on pouvait le savoir, ça, franchement? Franchement. Mais bon, c'est un exemple. Ouais, je comprends. Le REM, c'est pas un projet pilote, mais le REM, à date, ça va être difficile là, de faire adapter ça. Là. Non, moi, j'ai tellement des bons commentaires. Écoute, ma femme, elle a essayé, elle, de partir de Terrebonne, puis de prendre les transports en commun, puis tout le kit, là, c'était comme compliqué. Moi, c'est l'inverse. Souvent. Le REM, moi, j'entends plein de monde qui était pogné, qui ne pouvait pas sortir de là. Moi, je l'ai pas essayé, mais j'ai le goût de l'essayer. J'ai le goût.
Mais là, il faut que je me trouve un projet. Mécaniquement, c'est là. intéressant. La gouvernance est plus problématique là, dans l'organisation de la chose. Mais ça, c'est une posture peut-être idéologique que moi j'ai. Je crois profondément à la diversité des petits ensembles. Plus tu centralises, plus tu augmentes le coût de l'erreur, donc moins tu innoves. C'est quoi? On a-tu une image claire d'un petit ensemble? Ben, par exemple, moi, je pense que la Ville de Montréal, par exemple, devrait envoyer le plus de pouvoir possible aux arrondissements, parce que ce sont des plus petits ensembles. OK. L'idée, c'est toujours, on va centraliser parce que tu as la bonne idée, mais tu n'es pas sûr. Ouais. C'est extraordinaire. Le prix à payer pour ça, par exemple, c'est que ça prend un organisme central qui, lui, va ramasser l'information et la diffuser. Ouais. Et ça, c'est essentiel. Mais par exemple, le fait d'avoir plein de villes au Québec, c'est pas un problème. C'est une chance de pouvoir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Ouais. Parce que personne sait. Donc, tu veux qu'il y ait le plus de choses possibles différentes. Puis là-dessus, on va s'inspirer. Mais il faut que l'information circule. Ouais. Mais dirais-tu que tu te méfies, toi, de toute cette notion-là de un règlement pour tout le monde à travers le Québec? Tu sais, cette espèce de nationalisation. Moi, je dis souvent, la tare congénitale de l'administration publique québécoise, c'est notre réflexe jacobin. C'est très franco-français. Il n'y a, par exemple, qu'une France, puis ce qui est bon à Paris est bon partout. Ouais. Non. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit pareil? On pourrait, à la limite, dire, regardez, le résultat à atteindre, c'est celui-là. Comment vous y arrivez? Essayez. Essayez, oui. En fonction de votre réalité à vous, de votre climat, de vos gens. Mais moi, je le vois, en tout cas, en environnement. Il y a comme 2 gros changements en ce moment. Là, bon, il y a la consigne puis il y a la collecte sélective. Mais on essaie de faire la même chose partout à travers le Québec. Puis dernièrement, je faisais une tournée dans le bas du fleuve. Puis il disait, ouais, mais tu sais, c'est le fun, vous avez mis vos bacs plus légers. Mais là, le problème, c'est que le couvercle qui est en plastique léger, ça marche bien sur le plateau, mais nous, on est sur le bord du fleuve. Fait que tous les couvercles qui rouvrent, puis là, comme les couvercles qui rouvrent avec le vent, toute la matière se promène partout dans les rangs. Personne n'avait pensé à ça. Ça, c'est le beau cas. Ça, c'est un cas d'école. Prenons juste Montréal. Ça, j'avais appris ça quand j'ai fait ma journée. Là-dessus, je l'ai fait juste une journée. Là. Ouais. Et moi qui viens de la campagne puis qui a travaillé dur, j'ai jamais travaillé physiquement aussi dur que la journée que j'ai ramassé les poubelles. Ah ben oui. C'est extraordinairement difficile. Ah ouais. Mais c'est en gros, surtout, gérer la ville, puis la difficulté de la ville, puis les enjeux de la ville, c'est essentiellement fonction du patrimoine bâti. Tu sais, moi, quand je vois des stats, là, ça m'enrage. Exemple, ça coûte tellement moins cher déneiger à Chicoutimi par kilomètre que de déneiger sur le plateau. Puis là, tu laisses entendre que sur le plateau Mont-Royal, il serait comme moins bon en déneigement. Mais j'espère que ça coûte moins cher déneiger à Chicoutimi puis à Anjou. Tout le monde est stationné dans son entrée. Ben oui. Puis il n'y a presque personne sur les rues. Fait, tu peux passer ta gratte, là, puis il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui disent ça. Ben, quand tu fais des données généralisées, comme stupides, comme voici combien ça coûte du kilomètre, ben là, il y en a qui vont. Mais déneiger une rue très étroite. Ça, t'appelles du monde stupide. Mais quand tu construis. C'est tellement pas la même réalité, mais ça, en tout cas, excusez. C'est comme de mesurer, Anjou, il déneige tellement plus vite que sur le plateau. Mais oui, mais c'est trop pas la même réalité. Je comprends pas. Alors, c'est des comparables pas utiles. Ouais. Si tu veux ramasser, par exemple, des déchets, il y a des endroits où tu as des bacs. Ouais. Mais des bacs, là, quand tu arrives, par exemple, sur le plateau ou dans Rosemont, où tu as du 2 puis du 3 étages, ben là, ton gros bac sur roulette, ça marche pas. Ouais. Fait que beaucoup des solutions municipales ne font de sens que pour du patrimoine bâti correspondant. Ouais. Puis on n'avait pas prévu non plus, tu sais, par exemple, sur le plateau Mont-Royal, parce que si tu regardes des villes européennes très, très, très densifiées, ben c'est drôle, mais ils produisent aussi de la récupération, du recyclage, du compost puis des déchets, mais ils ont des apports volontaires au coin des rues ou des choses comme ça, des bacs centralisés. Mais nous, on fait « Ah non, on peut pas faire ça ». Fait que là, tu sais, tout le monde veut son propre bac, mais dans Rosemont puis dans le plateau, là, tout le monde veut son bac. Prenons juste quelque chose comme, je sais pas, Villeray-Saint-Michel par extension ou Rosemont. Ben, dans l'Ouest, prenons Parkex. Tu as une énorme densité, beaucoup de gens par appartement, puis beaucoup d'appartements. Puis dans l'Est, ben là, c'est du bungalow. Ben de dire, OK, maintenant, ça va être, mettons, la collecte des déchets, ça va être une fois ou 2 semaines. Ben oui, c'est la même règle partout, mais c'est pas vrai qu'elle fonctionne simplement partout. Ouais. Chez nous, on est 4 dans une maison. C'est pas pareil comme si t'es dans un bloc où à la fin, au pied carré, t'es tellement plus nombreux. Là. Ouais.
Ouais. Ben là, il y a eu du rétro-pédalage là, dans ce sens-là aussi. Hein. À la fin, puis peu importe c'est grâce à qui ou à cause de qui, c'est l'idée qu'une règle mur à mur est par définition habituellement en moyenne mauvaise partout. Ouais. Il y avait un vieux prof en égo qui disait, en relations industrielles, les pieds dans le poêle puis la tête dans le congélo, en moyenne, t'es très bien. Moyenne. Oui, mais... Il faut se méfier du réflexe jacobin. Je pense qu'il nous nuit C'est quoi profondément. le réflexe Ça jacobin? fait Ça fait deux deux fois. fois que tu nous dis jacobin, puis là, on fait... J'espère Oui, que je quelqu'un connais a ça, compris. ouais. Un peu Oui, de- jacobin, on suit. C'est l'idée que ce serait pas bien d'avoir des règlements ou un cadre de l'État qui s'applique différemment de t'es où sur le territoire. C'est du mur à mur. Ouais. C'est vraiment ça. Et moi, je pense que non seulement ça marche pas, mais que ça tue l'innovation. Ça nous empêche de laisser les gens le plus près de où ça se passe décider. Je suis Ah, tellement j'aime d'accord ça, avec ça. toi. Mais il Tellement faut d'accord. le prix à payer, c'est qu'il va y en avoir des conneries, là. Ouais. Ben Des là, l'idée, conneries, c'est parce que- pas de dire à les autres, là, je leur laisserai plus le droit de décider ça parce qu'ils ont fait une connerie. Non. Ça a aidé tout le monde parce qu'on sait que essayer ça marche pas. Ouais. On a Mais il faut tolérer d'ailleurs, c'est les Néerlandais qui le disent bien. Ton niveau de capacité d'innovation est égal à ta tolérance à Au l'erreur. risque, ouais. Ah. Ouais. Fait que si t'es pas capable de tolérer qu'il y a quelque chose en dehors de la marge, ben d'abord, tu dis, nous, on n'innovera pas. Ouais. Ouais. On a un moment connexion parce que notre partenaire principal est Enviro Connexion. Puis le moment connexion, en fait, c'est on demande à nos invités s'il y a quelqu'un qui a vraiment influencé leur parcours, qui a été comme une poussée dans le vent dans leur parcours. Ben, il y en a certainement plusieurs. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est drôle parce que j'en parle souvent à ma mère, d'avoir pris le temps de répondre à tous mes pourquoi. Je pense à peut-être encourager ou sinon confirmer ce qui pour moi est le bon réflexe là, dans tout. Puis sinon, ben, il y a quelqu'un, moi j'ai habité à Québec quand j'étais à l'université, puis j'ai habité, aujourd'hui il n'existe plus, mais au monastère dominicain. Il y avait quelques chambreurs qui étaient là. Et aujourd'hui, c'est le musée, c'est l'extension du musée du Québec, là, le pavillon de la Sonde. OK. Alors, je dis à la blague, tu sais, ma chambre, maintenant, c'est un musée, là. C'est quand même pas rien. Ouais. Et alors, et c'est là que j'ai redécouvert le plaisir de manger ensemble, parce que moi, j'étais là juste comme un étudiant qui vivait là. Mais les repas se prenaient au réfectoire, tout le monde ensemble. Alors, c'était des discussions absolument fascinantes. C'est des gens qui avaient voyagé partout dans le monde. Et un jour, il s'appelle le père Maxime Allard, qui me dit, lui, il avait vécu un bout de temps en Afrique du Sud. Guillaume, aimerais-tu ça voir un pays? On est à la fin des années 90. Donc, Mandela est président. Il dit, on est après l'apartheid, là. Aimerais-tu ça voir comment un pays se redonne une convention collective, essentiellement? OK. Je dis oui. Puis il a fait quelques appels, puis je suis parti en 1998 en Afrique du Sud pendant à peu près 6 mois. Et ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, là. Non seulement je parlais à peine anglais, fait qu'aujourd'hui je parle anglais avec un gros accent sud-africain, mais ça m'a permis, j'ai habité dans les coins les plus riches du pays, dans les coins les plus pauvres, ça m'a permis de découvrir un paquet de choses, on appelle ça la nation arc-en-ciel. Évidemment, il y a des bonus incroyables comme j'ai rencontré Mandela. C'est on s'est serré là. Ça a duré peut-être, je sais pas moi, 45 secondes. Dans ma tête, ça a duré 3/4 d'heure, Oui. mais ça a duré 45 secondes ou à peu près. Et ça a été pour moi le début de tout un parcours à l'international qui est peut-être né là. Mais au-delà de ce que ça se passe ailleurs, j'ai eu 21 ans là-bas, qui est un rite de passage important. La majorité là-bas, c'est 21 ans. Beaucoup de l'homme que je suis devenu est enraciné à Route rurale numéro 4. Un autre gros bout de ça est enraciné en Afrique du Sud. Puis, dans la prémisse pour laquelle tu partais là-bas, de voir une convention collective qui se créait, qu'est-ce que tu as retenu Ben là, de c'est ça? au plan rhétorique. C'est comment un peuple Ben qui oui, sort je comprends. de générations Oui. d'apartheid finit par se trouver des manières de Ouais. fonctionner ensemble. Et en gros, moi, comme j'étudiais en relations industrielles, mais l'excuse, c'était d'aller voir l'évolution de 2 projets de loi. OK. Un projet de loi sur le 1% de la masse salariale OK. pour aider à la formation, parce que là, il y a une partie des travailleurs Oui. On a ça qui ici a, au Québec, là, qui a un 1%. petit retard de formation assez important. Ouais. Et l'autre, c'était sur l'équité en emploi, qui a une connotation aussi très particulière au lendemain de l'apartheid là-bas. Ben oui. Alors moi, une grande partie de mes journées, quand j'étais à Cape Town, parce que le Parlement est à Cape Town, ben, j'allais suivre ça à la commission parlementaire. J'ai assisté d'ailleurs, en marge de ça, à la commission Réconciliation et Vérité. Puis là, c'est tough, là. T'as des gens qui viennent
expliquer comment ils ont développé un programme chimique pour essayer de nuire à une population dans un village. Oh, mon Dieu. Des gens qui viennent dire, ben oui, l'armée a fait une intervention là, puis les gens sont enterrés là. Puis là, tu vis tout ça, tu as 21 ans. Là. Puis d'aller partout dans le pays, dans les coins, il n'y a pas de parallèle parfait au Québec, mais comme j'avais été dans les quartiers les plus riches de la ville la plus riche, avec évidemment surtout des Blancs, des Afrikaners. Puis après ça, tu te retrouves dans un township. Puis tu vis là pendant 2-3 semaines. Et là, ça permet de voir à quel point il y a une diversité de perceptions. Peut-être que mon réflexe d'osmose vient de là. Ouais. C'est tellement évident quand tu es dans ces souliers-là. Puis là, tu vas passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois dans un autre quartier ou autre. Là, tu dis, OK, eux, ils voient ça comme ça. Puis comme c'est pas mon pays ni rien, mais tu as encore plus la posture d'observateur. D'ailleurs, j'ai été chanceux par la suite. Ça m'a permis d'un peu comme accumuler certains points ou un profil qui m'a permis de me lancer dans un monde qui est celui de l'observation électorale internationale. Donc, des fois, Ça, la chaire Raoul Landurand, c'est... Non, mais ça, c'est une chaire qui s'intéresse aux enjeux internationaux. Okay. Moi, je suis membre associé là. C'est un groupe fascinant. Je suis chanceux d'être là. L'observation électorale, des fois, on écoute les nouvelles, puis il y a des élections. Puis là, on entend dire que la mission d'observation internationale dit que les élections se sont bien déroulées. Oui. Okay, un peu comme pour créer de la légitimité, parce que la vraie démocratie, c'est pas que tu gagnes. C'est le perdant qui dit c'est l'autre qui a gagné. C'est ça le vrai test de la démocratie. Là. Le système est plus important que moi. On a un exemple qui n'avait pas marché. Effectivement. J'ai de la misère à le comprendre. Ben, c'est-à-dire, imaginons que tu es dans un pays où la démocratie est assez fragile. Tu as quelqu'un qui est au pouvoir, qui a tous les leviers du pouvoir. C'est lui le chef des armées et autres. Okay. Il y a une élection, on compte les votes, puis c'est l'autre qui gagne. Et toi, tu dis, ben, je m'en vais chez moi. Parce que c'est l'autre qui a gagné. La révérence, ce que George Bush père avait dit, la majesté du processus démocratique. Imaginez, c'est dur. Tu es battu. Habituellement, tu penses par quelqu'un de moins bon. Puis tu dis non, le système est plus important. C'est ça qui compte. La démocratie a parlé, mettons. Exactement. Mais ça m'a permis de vivre un paquet de moments CNN. Moi, j'allais en Ukraine à 3 reprises. La première fois, c'était pendant la Révolution orange. Donc, tu écoutes CNN le soir, là, puis mais j'étais là. C'est quoi la Révolution orange? C'était le début des révolutions, qui est essentiellement la finalité de ce qu'on voit là. C'est... il y a une influence russe très, très importante. Puis il y avait eu un deuxième tour. Puis là, est-ce que c'était le candidat pro-russe qui allait gagner ou le candidat plutôt tourné vers l'Ouest? Et là, il y avait eu un deuxième tour. Puis en gros, le candidat de l'Ouest arrivait, mettons, je me souviens plus des chiffres, mais 53% pour le candidat pro-Ouest, puis 47% pour le candidat pro-russe. Et là, quand c'est le temps d'annoncer les résultats, ils sont juste inversés. Fait que là, les gens étaient descendus dans les rues massivement. Ça avait paralysé, puis ils avaient décidé de reprendre l'élection. Puis moi, j'avais été envoyé, pur hasard, à l'Est, dans le Donbass, là où essentiellement tout ce que j'aurais vu existe probablement plus aujourd'hui. Quand le Hamas a été élu en Palestine, j'étais dans les rues de Ramallah et de Hébron. Quand il y a eu la première élection depuis fort longtemps au Congo, j'étais là. Ça te permet d'aller dans des moments d'extraordinaire effervescence. C'est ça qui est le fun. Pour moi, c'est une des choses les plus fascinantes parce que là, tu arrives dans un pays, puis le but, c'est par un processus hyper intensif, te rendre capable de comprendre la première page du journal. Okay? Puis là, ben, tu t'en vas dans le fin fond de nulle part, puis là, ben, de voir comment ça se passe. Puis là, tu les vois, la différence. Tu es dans la capitale, puis là, tu t'en vas dans le fin fond, je sais pas, d'une région inconnue. Ben là, c'est 2 réalités. Là. Mais tu sais, comment qu'on fait pour prendre ce que ça a créé chez toi, par exemple, qui, je pense, est une grande compréhension de la nuance, puis de comprendre tous les pas les états, mais de comprendre vraiment toutes les réalités, puis de ramener ça à des gens qui n'ont pas cette opportunité-là de s'immerser dans ces réalités-là. Parce qu'au final, c'est ça qu'on veut créer, c'est ça qui t'amène en dedans de toi en tant qu'humain, ta nuance, puis qui te permet d'être peut-être plus bienveillant et peut-être penser un petit peu plus durabilité. Est-ce que tu comprends ma question? Oui, puis des fois, c'est dur. Là. La posture d'observateur non concerné est plus facile. Oui. Quand tu es engagé dans une bataille, comme par exemple sur la véloéconomie ou sur l'économie collaborative, etc., puis tu y crois tellement, ben là, ça devient fatigant, les gens qui disent non, là. Ou qui décident de démoniser, si on était au hockey, de
de jouer l'homme au lieu de la rondelle. Là. On va l'attaquer, lui, etc. Il doit être mal intentionné. Il est sûrement payé par un... La pulsion humaine, là, c'est pas de se dire « je suis pas encore bouddhiste, là, je suis pas capable. » Mais c'est ça. Mais à la fin, moi, ça me guide, quand ça te fait trop plaisir, c'est pas une bonne chose, dis-le pas. Puis de dire, OK, par exemple, quand j'étais à la ville, une chose que je me dis, quand là, j'étais tellement maudit, puis lui, il l'a assez, là. Puis, je me disais, puis, presque obligé, là, elle ou lui, quand ils rentrent chez eux, là, il y a quelqu'un qui dit, allô papa, allô maman. Puis je m'obligeais à me dire ça. OK. Ça humanise l'autre. Oui. Fait que ça, c'est important. Dans ta peu, là, l'autre, là, il n'est pas... il n'est pas unidimensionnel, là. Puis il n'est pas nécessairement affreux, là. C'est-à-dire, si j'avais la même coalition politique que lui, si j'avais été élu par ce monde-là, ben, probablement que je dirais la même chose. Mais je reviens à ma question. Puis peut-être que je l'ai mal posée. C'est comment on fait pour ramener ces informations-là, puisque ça le crée en dedans de toi, puis le ramener à des gens qui n'ont pas l'opportunité de s'immerser ou qui ont, par peur même, qui ne vont pas s'immerser ailleurs. Tu sais, c'est comme une réalité que tu peux... Je ne sais pas si j'y réponds bien. Moi, c'est ce que j'aime faire là, quand je parle, par exemple, sur les États-Unis ou les affaires internationales. Il n'y en a pas d'enjeu trop compliqué. Il y a juste une mauvaise manière d'en parler. Mais c'est ça. Alors, vulgariser, la clé ou l'exercice qui, pour moi, est fascinant, c'est comment je fais pour partir de où est-ce que tu es, toi. Oui. Ouais. Okay. Puis des fois, on a des mythes. Là. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les régions au Québec sont bien plus branchées sur l'international que Montréal. Là. Ah oui? Parce que, disons que tu es en Abitibi. Ouais. Ton pain et ton beurre, c'est le prix des métaux. Ça, c'est une conversation mondiale. Oui. Je vais vous raconter une anecdote. Quand l'Union soviétique s'effondre, en 1991, 90-91, pour essayer d'avoir des devises rapidement, les Russes ont fait du dumping d'aluminium. Donc, ils envoient de l'aluminium sur le marché, qui est un très, très gros producteur, à rabais. Quel impact vous pensez que ça avait Ça fait chuter au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui. On en parlait dans l'autobus scolaire. On ne comprenait pas tout, mais c'était une réalité qui inquiétait, qui intéressait nos parents, nos cousins, nos parents peuvent voisins. perdre la job à la shop. Pensez à l'impact qu'a un conflit sur le Bois-d'Œuvre ou un tremblement de terre à Los Angeles sur, par exemple, le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie. Okay. Ou quand la Chine se fâche puis dit finalement du homard, on n'achètera pas. Bien, ça, là, c'est du concret. Là. Fait on est loin de la chaire universitaire. L'économie branchée sur les cours internationaux, elle est beaucoup dans les régions. Parce que moi, j'aime ça de l'aluminium, là. Mais même si j'en mets dans mes céréales, on n'est pas assez nombreux. Il faut que je puisse en exporter. Ouais. Donc, si le libre-échange n'est plus aussi facile, ça a un impact réel. Fait que peut-être que l'enjeu, la passion, puis la vocation, c'est vulgariser, c'est comment je fais pour être intéressant, puis intéressé par ça. Pour l'autre, oui. Il y a une chronique que je fais sur les États-Unis que j'appelle le premier barreau de l'échelle. Oui. Puis pour moi, je trouve ça, enfin, j'ai bien du fun à faire ça. C'est ce qui manque souvent, c'est prends ça une échelle, tout est là. Mais s'il manque le premier barreau, tu te rends pas au deuxième. C'est inatteignable. Puis peut-être que ça a l'air des fois un peu de base, mais mettons, on parle du conflit en Syrie là, ou en Iran. Moi, je pense qu'on va commencer par c'est où, il y a combien de monde, dans quelle religion, c'est qui les voisins, c'est quoi l'économie, c'est quoi l'histoire. Ben, peut-être que ça fait moins expert de la chose, mais je pense que c'est ça le plus important. Ben oui, c'est ça que le monde Parce doit que comprendre. ce que l'on ne comprend pas nous intéresse pas. Ça, c'est vrai. Exact. Là, un exemple, quand je vivais en Afrique du Sud, eux, leur sport, c'est le cricket. OK. Là, je sais que je trouve ça plate, le cricket. Là. C'est des matchs, ça dure 3 jours, des fois. C'est vrai, ça, ou Oh c'est oui. une exagération? Non, il y a des matchs qui durent sur 3 jours. 3 jours de là. cricket? C'est un vrai sport, là, british. Là, ils prennent la pause pour avoir le thé. Puis... Mais c'est massivement populaire. Fait que quelque part, je savais ça m'échappait un peu. 3 jours, je savais pas. Oh oui, puis là... Je me disais, mettons, 5-6 heures, c'est long. Oui. Puis, il y a des matchs plus courts. Puis, à un moment donné, ben là, comme tout le monde écoute ça, là, tu t'assois puis tu écoutes ça aussi. Là. Puis, c'est quand ils ont commencé à m'expliquer les règles, à m'expliquer là, que là, tu peux développer la capacité de dire « Oh, quel beau jeu! Oh, là, il y a un moment de tension. » Imagine, tu écoutes le hockey, tu n'as aucune idée des règlements. Tu peux pas trouver ça intéressant. Ah, je viens de comprendre pourquoi j'aime pas ça. Alors,
tu peux pas t'intéresser à quelque chose que tu comprends pas. Puis ça, c'est le premier barreau de l'échelle. Ouais. Puis c'est vrai pour l'international, les États-Unis, mais je pense que c'est vrai aussi pour l'économie collaborative, C'est vrai dans tout. pour la véloéconomie, etc. Le plaisir, c'est ça. Mais là, justement, en politique américaine, tu sais, parce que moi, je disais à Bianca, on peut pas recevoir Guillaume pour pas parler de politique américaine parce que on vit de l'anxiété assez solide en ce moment. Là. On va, tu sais, moi, je pose tout le temps les questions aux gens que je rencontre. Je dis, puis comment tu vas? Puis je sais qu'il va pas bien. Là, je sais s'il me ment ou pas. Mais tu dans le trouble, là? Beaucoup des choses qui se passent sont des choses qui ne devaient pas arriver. Moi, je suis un institutionnaliste. Le système politique américain a été construit pour empêcher ce qui est en train de se passer. Ouais. OK. Donc, il y a des morceaux là, qui nous échappent un peu. Mais je pense encore que la loi de la gravité va finir par s'appliquer. La loi de la gravité, ça veut Oui, dire la chute. Oui, puis à un moment donné, là, si ça ne fait pas de sens, c'est comme en bourse. Là. Si quelque chose ne fait pas de sens, à un moment donné, la bourse à très court terme est irrationnelle. À long terme, elle reflète parfaitement la vraie valeur des choses. OK. C'est pas une bonne idée de suivre les nouvelles américaines en temps réel. OK. Ben moi, Ça, je c'est suis juste tes affaires à toi, Guillaume. Bon, c'est Ça parfait. m'aide. Rien d'autre. Faut pas regarder ailleurs. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui nourrit l'anxiété. Puis on a accès à plus de nouvelles Ouais. au quotidien, mais Puis en plus, à chaque jour, ils changent les règlements du jeu. puis c'est très difficile de faire la distinction, et il faut toujours le faire d'ailleurs, entre le bruit et les signaux. Mm. Il y a des choses qui sont du bruit, puis il y a des choses qui sont des signaux. Ben OK, les tarifs, ils en annoncent beaucoup, Ouais. mais ils sont pas... Il agit Tout ce pas qu'ils sur- annoncent n'arrive pas, là. Non. Par exemple, quand le président a annoncé, prenons quelque chose qui pourrait être intéressant, de dire, bon, le président annonce, puis ça c'est arrivé, maintenant, le taux d'intérêt sur les cartes de crédit sera à 10 maximum. Il l'a annoncé, mais ça... C'est jamais Ça arrivé. lieu. Non, puis moi, je pense que ça n'arrivera pas. Parce que le président, ben, il peut dire des choses, mais c'est pas lui qui passe les lois. Il y a le Congrès aussi, là. Alors, il annonce plein de choses, puis ça ne veut pas dire que c'est ça qui arrive à l'autre bout. Les tarifs, la majorité des Américains pensent que c'est les autres pays qui les paient. Ouais, ben ça, c'est un manque C'est d'éducation flagrante, là. Oui, mais à un moment donné, même si ils pensent que c'est nous qui les paient, là, ils voient que leur prime santé augmente massivement, que quand ils paient leur électricité, ça augmente. Quand ils vont à l'épicerie, ça coûte plus cher. Ben là, à la fin, là, ça compte. Là. Trump n'a pas été élu parce que la majorité des Américains pensent qu'il est génial, il est honorable, etc. En politique, tu gagnes. La personne qui gagne en politique, c'est cruel, c'est pas la personne qui a la meilleure réponse. C'est la personne qui répond à la question qui m'intéresse. Mm. Puis les gens voulaient que le prix, le coût de la vie baisse. Les Mais ça démocrates arrive pas. étaient perdus dans la brume, puis ils n'en parlaient pas. OK. Ben, ça les a rattrapés. Puis je pense que c'est en train de rattraper Trump aussi. Mais là, on dit que les midterms, là, mettons, le mi-mandat, il va pas se sortir de ça. Toi, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Le vent dominant, c'est que, bon, les élections de mi-mandat, il y a 2 chambres aux États-Unis. Il y a le Sénat, où Ouais. 1/3 des sièges sont en élection. Et il y a la Chambre, qui est un peu comme notre Chambre des communes, où tous les sièges sont en élection. Normalement, aux élections de mi-mandat, le parti qui a la Maison-Blanche perd des plumes. Fait que ça, c'est un peu le vent dominant. Les saisons vont vers ça. Là, il est très impopulaire, Ouais. en plus. Ben, il dit qu'il l'est. Il dit qu'il est populaire. Oui, mais là, quand vous regardez, là, il se passe des choses. Là, c'est comme si le PQ se mettait à gagner dans Westmount. Là. Il se passe des sent choses bien, Guillaume, assez ça sent spéciales. bien. C'est ça. Alors, il devrait perdre la Chambre. Puis là, mais est-ce qu'il va la perdre beaucoup? Puis peut-être le Sénat, moi, je ne pensais pas que c'était possible, mais là, ça devient une conversation de mettons que peut-être. Hmm. Donc, il y a une espèce de mécontentement général qui commence à arriver. Les gens étaient d'accord pour être beaucoup plus sévères sur l'immigration. Il y a 13 millions d'illégaux aux États-Unis. Là. Ouais. La grande hypocrisie, c'est que ces gens-là ont une job. Ils ne vivent pas en dessous des ponts. Là. Ouais. Non. Donc, il y a une complicité des employeurs. Ouais. Les gens voulaient que ce soit plus dur. Ils veulent pas ICE qui débarque sur la rue puis Non, qui regarde c'est ça. combien t'es basané puis est-ce que je t'arrête. Fait que ça fait beaucoup de choses. Les gens trouvent que ça coûte plus cher qu'avant. C'est pas ça que Trump avait promis. Les gens avaient dit, Trump avait dit, je vais m'occuper de vous, puis là, le reste du monde, on s'organisera avec d'autres choses. Puis là, tu ouvres la TV, puis là, il te parle de Gaza, puis du Venezuela, L'Iran, puis de Cuba, puis puis du de l'Iran, Canada. puis du Groenland, puis du Canada. À un moment donné, là, il va-tu finir par s'occuper de moi? Puis même s'il a gagné, puis il a gagné, il n'a pas été élu par 75 de la population. Là. Non.
Alors, ça va faire un reste de mandat plus compliqué, mais c'est pas nouveau. D'ailleurs, pensant au Barack Obama, on a l'impression qu'il marchait sur l'eau. Il a été élu massivement en 2008, puis en 2010, littéralement, il mangeait une volée historique. Là. Ouais. Alors, c'est un peu l'équilibre des choses. Ce qui est troublant et nouveau, c'est que comme maintenant, il y a un pipeline d'informations uniquement dédié à entretenir une base militante, Fox News, Newsmax et autres, ben là, tu as des gens qui sont convaincus que tout va bien. Mais j'ai de plus en plus d'échos que ça commence à craquer là, aux coutures, là, cette affaire-là. Okay. Quand tu dis tout va bien, c'est que ça va bien avec Trump au pouvoir. Imaginez, par exemple, que moi, c'est l'exercice. Si vous voulez tester quelque chose là, pour comprendre pourquoi est-ce que Trump s'en sort, écoutez Fox News, mais plutôt écoutez que Fox News pendant 2 semaines. Puis là, je vous avertis comment ça va se passer. Pendant les premières journées, vous êtes encore sur la connaissance des cycles de nouvelles. Là, vous allez faire des boutons, vous allez rager, etc. Mais à un moment donné, ton seul input, c'est ça. Ouais. Et vous allez voir combien c'est un instrument extraordinairement puissant pour convaincre puis créer un narratif. C'est sûr. Et ça a été construit sur fort longtemps, mais c'est à la fois quelque chose qui fragilise beaucoup la société américaine, mais qui permet à Trump de se maintenir là, très fortement. Mais Fox, là, c'était pas Turner qui avait ça? CNN. CNN, OK, je me mélange. Mais maintenant, Fox, puis quand Fox lève le pied un peu, ben là, c'est Newsmax qui monte. C'est Newsmax, OK. Moi, je rencontrais quelqu'un sur le train aux États-Unis. Je vais me prendre les longs trains, permettre de jaser à plein de monde, et qui me disait, non, moi, je varie mes sources d'information. J'écoute Fox News, puis j'écoute Newsmax. C'est bon. C'est bon. Il fait bien. Mais là-dessus, c'est vrai que ce qui se passe est assez terrifiant, mais ça ne fait qu'1 an qu'il est au pouvoir, là. Ouais, mais on dirait que ça fait 1000 ans parce que, tu sais, à chaque jour, on fait faire des tours de laveuse, puis c'est difficile, tu sais, tout le monde est comme un peu dans l'anxiété. Mais qu'est-ce qui peut naître de ce chaos-là? Bien, moi, là-dessus, peut-être c'est ma nature, mais moi, je pense qu'il ne fait jamais aussi noir qu'avant la levée du jour, là. Qu'est-ce qui est en train de naître de ça? Prenons le cas du Canada. Bien, c'est pas de la paresse, mais quand tu es collé sur le plus gros client de la Terre, t'as pas la pulsion d'aller essayer de vendre tes trucs ailleurs. Là. Non, t'as pas assez faim. Mais là, cette pulsion-là, elle est davantage là. Regardez l'Union européenne qui a décidé de signer un accord de libre-échange gigantissime avec l'Inde. Un autre accord avec le Mercosur. Trump est rendu un réorganisateur du reste du monde. Les gens ne sont pas en train d'être sur leur divan à pleurer. Là. Ils se réorganisent. Ouais. Est-ce que c'est acceptable que le Canada est aux abonnés absents pour sa propre défense depuis toujours? Imagine, tu es membre d'un club. Tu dis, pour être membre du club, ça coûte 2 %. Toi, tu dis, moi, je suis membre du club, mais tu ne payes jamais. À un moment donné, tu ne peux pas te glorifier d'avoir un si grand territoire. Puis là, en anglais, c'est from coast to coast to coast. Mais quand c'est le temps de le défendre, là, tu n'es pas là. Ouais. Ben, il va falloir se prendre en main. C'est un réveil peut-être salutaire à moyen et long terme. Même chose pour... ça, c'est une erreur que nous, on fait au Canada puis au Québec. Notre système politique est fort différent. Nous, le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada, c'est lui le patron. Il y a tous les pouvoirs ou à peu près. Aux États-Unis, c'est une erreur de fixer la Maison-Blanche et de dire c'est ça les États-Unis. D'abord, ce n'est pas le gouvernement américain. Le gouvernement américain, c'est la Maison-Blanche, plus la majorité au Sénat, plus la majorité à la Chambre. Là, il y a bien du monde qui ne sont pas contents là-dedans. Ils ne le disent pas tous publiquement. L'aplaventrisme du Parti républicain est assez préoccupant, mais il n'y a rien de plus fort en politique que la volonté de continuer à être là. Hein, le but du jeu, c'est de continuer à jouer le jeu. Quand les républicains vont perdre, ben là, ils vont peut-être se dire on va miser sur autre chose. Peut-être qu'on commence à approcher de ça. Beaucoup de républicains qui ont très peur. Puis, il y a une espèce de réveil. Est-ce que la Chine est en train de créer une espèce de dépendance trop grande pour nous? Possiblement. Puis là-dessus, il y a des choses fondamentales qui sont au-delà de Trump. Là. L'idée que le politique injecte de l'argent pour tricher les marchés dans l'économie verte ou encore dans les semi-conducteurs, Biden avait commencé ça. Alors, c'est pas juste Trump. Je vais vous résumer un peu les 100 prochaines années. Là. Les 100 prochaines années? On imagine. Là. En gros, là, c'est ta prospective à toi. Ben, sur quelque chose, puis c'est pas une prédiction si courageuse que ça. Au 19e siècle, la clé de la prospérité, c'est qui a accès à du charbon. Ouais. Au 20e siècle, la clé de la prospérité, c'est qui a accès à du pétrole. Au 21e siècle, la clé de la prospérité, c'est qui a accès à des semi-conducteurs
de premier niveau. Les fameuses chips qui sont dans votre ordinateur, dans votre téléphone, dans votre grille-pain, etc. T'en as pas, c'est la pauvreté totale. Et il y a 3 intrants majeurs pour faire des semi-conducteurs, des machines-outils extraordinairement raffinées, capables de faire des soudures de fractions de millimètres. Une usine de ça, juste pour vous donner une idée, la phase 1, c'est 15 milliards d'investissements. T'as pas ça, t'es foutu. Donc, on n'a pas ça, nous. Mais on a des minéraux critiques en masse et on a de l'énergie en masse parce que tu as besoin des 3. Puis présentement, 90% des semi-conducteurs les plus avancés nécessaires pour ce qu'il y a de plus fondamental dans l'économie sont produits à Taïwan. OK. Mais dans un monde où tu es sûr que la frontière ne fermera jamais, il n'y en a pas de problème, que ce soit fait là-bas ou ici. Dans un monde où tu te rends compte que demain matin, ça peut arrêter, puis d'ailleurs, la pandémie, c'est le grand révélateur de ça. Totalement. Des pays qui se sont rendus compte que comment ça, j'ai pas de masque ou de respirateur? Ouais. Pas parce que l'autre pays m'en vend plus, c'est parce que là, l'usine est fermée. Ouais. Alors, c'est comme s'il y avait une espèce de un rééquilibrage de ce qui est stratégique doit être chez moi parce que ça pourrait mal aller, comme tu prends une assurance ou comme tu as un instincteur, mais pas parce que tu pourrais pas en avoir un ailleurs, mais si tu en as besoin, il faut qu'il soit là, à côté, tout de suite. Donc, on est dans une bonne position si tu dis qu'on a 2 sur 3. Oui, là-dessus, on n'est pas sans rapport de force. Là. On a un territoire gigantesque, on a une population très, très scolarisée, on a des ressources premières très importantes. Alors ça, c'est pas rien, là. Dans le premier, mais ça, la première loterie, c'est la géographie. On ne sait pas ça parce qu'on est hot, là, si on a ça. Oui, après ça, il faut être capable de le faire. Par exemple, prenons un cas qui est difficile. Là, le Québec, on va avoir besoin de plus d'énergie. Oui. On s'est fait croire pendant 15 ans qu'on en avait trop. Ouais. Là, il nous manque au moins un Hydro-Québec écart. Ouais. Ben OK. Ben là, par exemple, on pourrait dire, si ça nous prend plus d'énergie, tu pourrais y arriver par 2 manières. Soit on construit plus de production ou on fait plus d'économie. Ben moi, je pense que ça prend les 2. D'ailleurs, une manière simple de voir ça, c'est comme si ça nous prenait 13 barrages de plus. Ouais. Ben, on peut aller en chercher 4 en économie d'énergie, mais il en manque toujours bien 9. Là. Ouais. Alors, mais là, on peut avoir d'autres. On peut mettre le solaire, on peut que mettre ce soit en production, on n'est pas obligé d'être un barrage. Non, mais si on est incapable d'exploiter nos ressources naturelles, soit parce que politiquement, on ne se décide pas, soit parce qu'on ne met pas en place la bonne réglementation. Puis je ne parle pas d'être permissif, là. Mais si la seule manière d'exploiter, c'est de ne rien faire, bien là, tu as aussi bien de ne pas l'avoir. Puis les minéraux critiques, ça, c'est tough. Parce qu'une mine, c'est pas chic. Yeah. Puis extraction, c'est la partie facile. Là. Le raffinage de ces métaux-là, c'est encore moins chic. On le voit avec le cuivre à Fonderie Horn. Mais là, comment on fait? Puis là, ben, en Chine, là, le BAP n'est pas fatigant. Fait que, comment nous, en respectant le droit des gens puis en ayant des préoccupations environnementales très avancées, on peut réussir à faire ça? Que ce soit de mettre une éolienne debout, que ce soit de développer un potentiel hydroélectrique, que ce soit de faire plus avec ce qui existe déjà. Présentement, là, Hydro est en train de changer ses turbines pour aller chercher des petits pourcentages de plus sur chaque tour de turbine. Mais là, ce n'est pas un nouveau barrage. Il sort juste plus de jus qu'avant. C'est de la productivité. Exactement. Ou, par exemple, les bâtiments. Ouais. Le bâtiment le plus vert, c'est celui que tu n'as pas construit encore. Alors, si tu es pour construire quelque chose, là, je vais vous même partager une colère qui m'habite. Ça touche à l'économie collaborative, puis à nos ressources et tout. Il faut être passablement riche ou vraiment manquer d'imagination pour construire une école primaire puis un centre communautaire. OK, parce explique-nous. Que les deux, c'est le même actif. C'est quoi un centre communautaire? C'est une grande salle, un gymnase puis des petites salles. Ah, fait que tu fais ton centre communautaire dans ton école primaire, c'est ce que tu dis? Oui. Il faut être vraiment riche pour se payer les deux, là. OK, je comprends. Puis, si vous voulez avoir au Québec les endroits les moins bien utilisés, c'est les écoles. C'est les écoles. Ouais, Ben oui. Pensez, par exemple, dans à peu près toutes les polyvalentes au Québec ou les écoles secondaires ont une cuisine, une cafétéria, Ouais. avec des équipements de cuisine là, industriels. C'est vrai. Sauf exception, ils servent uniquement 180 midis par année. Ouais. Jamais à fin de semaine, jamais le soir, jamais le matin. Ouais. On est-tu assez riche pour les se payer gymnases tout aussi. ça? Oui. Mais c'est vrai, ça. D'ailleurs, la clé, ça c'est un enjeu quand je vous dis que la deuxième chose dont on a besoin, c'est plus d'argent. La clé, c'est la réglementation. Disons que j'ai une école. Je dis, je voudrais l'ouvrir à la communauté. OK, fort bien, puis tout le monde est d'accord.
Mais la convention collective de l'école, elle est réfléchie pour des horaires d'école. Ouais. Fait que si je veux, puis c'est là où ça bloque. Là. Le concierge, s'il vient le dimanche, ben là, je t'attends double ou à temps triple, ça ne marche pas. Il faut que les bâtiments scolaires appartiennent aux villes. L'éducation, c'est national. Mais la brique et le béton, ça n'a pas besoin de l'être. Ah, c'est Puis vraiment ça, c'est la intéressant, ça. Oh boy. OK, ouais. Là, on a vraiment défoncé On a notre fait temps. des Jean-Marc Parent. On flash les lumières dans pas long, attention. Je vais te poser la question qui ferme tous nos entretiens. C'est est-ce que tu penses que ça va mieux qu'on pense? Oui, je pense que ça va Oui, mieux qu'on pense. mon Dieu, avec enthousiasme en plus. Comment oui, ça? parce que aussi grand est le défi, il y a des petites victoires tout le temps. Il y a des villes qui, par exemple, sont en train de renoncer à leur flotte de véhicules pour dire on va prendre communauté à la place parce que le soir et les fins de semaine, quand les employés ne travaillent pas, je vais faire venir mon truc. Vous avez des villes qui se disent il n'y a pas de différence entre le F-150 puis le livre à bibliothèque. C'est un bien collectif. OK, ouais. Fait que le jour, mon col bleu prend le F-150, puis le soir, un citoyen peut le prendre. Ah, fait À qu'il- Toronto, il y a un partage truc avec les génial qui citoyens. s'appelle The Library of Stuff. Fait que tu veux emprunter quelque chose, tu as une bibliothèque de trucs. Ouais. Ben, il y a ça à Québec. À Québec, ils de ont une plus en plus. bibliothèque, ils ont des Ben, il y a instruments de de plus en plus de musique. bibliothèques qui plein font de ça. choses. Regardez la croissance de l'industrie vélo au Québec. Des super bons emplois. Même mécanicien vélo, c'est un cours accéléré secondaire 4, secondaire 5. C'est 25 de l'heure en sortant. Là. On est en train de redécouvrir notre territoire grâce à ça. Puis moi, je pense que l'innovation vient de la contrainte. On va avoir un problème de population, un problème de finances publiques majeur. Des fois, ça nous prend ça pour essayer de faire les choses différemment. J'aurais aimé mieux qu'on y pense autrement, mais cette contrainte-là, je pense, va nous rendre meilleurs. Ah, Eh c'est ben, vraiment Guillaume, intéressant. merci. J'ai comme un élan du cœur qui dit je sais pas quand, mais il va falloir que tu reviennes. Ouais. Parce qu'on a encore tellement de sujets. Tu as ouvert comme plein de portes. Puis je pense que cet épisode-là va intéresser beaucoup les gens Vraiment. parce que tu as défait beaucoup de mythes. Ouais. Fait que ça faisait combien de temps qu'on jasait ensemble que je te disais OK, je pense que ça va marcher. Ah non, ça marche pas. Est-ce que ça fait un bout? Fait qu'enfin, tu es venu, je suis vraiment content. Ben, merci beaucoup à vous Merci, deux, Guillaume, Grégory, merci. Bianca, de l'invitation. C'est vraiment gentil. Puis c'est super le fun. Ben merci. Puis parle-en dans ta communauté. Ça va mieux qu'on pense. Tu as tellement d'amis. Les amis de nos amis sont nos amis. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Puis on se voit pour un prochain épisode de Ça va mieux qu'on pense. À bientôt. Salut. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Collection.